Salut guys! Cette semaine au Sportcaster, on reçoit Marie-Ève Dicker, la championne du monde. Ça va fesser fort, bien des anecdotes. Tout de suite après ceci. Ça va? Ben oui, ça va bien, merci toi. Hey, mais hein, là, c'est le bout où tout le monde font comme crime. C'est-tu genre Marie-Ève Dicker qui est en studio au Sportcaster? Ben oui, je suis là. Bienvenue. Merci, un plaisir d'être ici. Merci de cette belle accueil. Incroyable. Il faut que je commence avec l'anecdote de la fois où j'étais trop gêné de demander de venir au show en personne. Écoutez, là, les auditeurs, ceux qui nous suivent, ils savent que je suis policier communautaire. On est en pleine pandémie. Puis là, je me retrouve à me dire, Eric, ça te tenterait-tu en tant que policier d'aller faire danser les personnes âgées du Jardin des Sources directement là-bas avec une équipe de kinésiologues, c'est ça? Oui, exactement. J'arrive là-bas, puis là, tu sais, en tant que fan de sport, je fais comme, crème, je pense que Marie-Ève Dicker est là, genre, là, ma partenaire a dit, mais non, c'est impossible, ça doit être super occupé. Puis là, je te reconnais officiel. Comment ça, t'étais là, toi? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, moi, je suis une fille qui aime me sentir impliquée. J'aime sentir que je fais une différence. Puis, lors de la pandémie, je sentais vraiment que je servais à rien dans le monde. Je me sentais vraiment d'aucune utilité, à part de rester chez moi. Et là est venue justement l'idée de mes amis kinésiologues d'aller faire ça, d'aller faire bouger les personnes âgées, parce qu'on sait que durant la pandémie, ça a été une période très difficile pour les gens qui étaient en résidence. Et c'était un petit peu une façon de briser l'isolement, de leur mettre un sourire sur le visage. Et on me dit... nous, on a ce projet-là, donc moi, je veux y aller. Et à moi de m'impliquer dans le projet et de dire, on s'en va danser le rock and roll. Et je pense que c'est mon highlight de ma pandémie. Pour vrai, là. Hey, sérieusement, c'est fou pour nous autres parce que nous autres, on allait démarrer le show. Oui. La pandémie arrive. On sait plus trop si on peut faire venir du monde en studio. Puis là, tu sais, tout d'un coup, genre, je te croise. T'es comme sur ma liste des invités que je rêverais de recevoir. Là, j'essayais de me rapprocher pour t'en parler. J'étais full gêné. Je disais, c'est genre le pire moment. Là, ma partenaire a dit, ben non, faut pas être habitué. Puis tout. Puis là, t'es rendu en studio avec nous autres. Écoute, dream come true. Hey. J'aimerais ça que mon copain ait autant de plaisir à me voir comme ça quand j'arrive le soir. Parce que clairement, lui, il est pas aussi content de me voir que ça. Ah, mais c'est ça. Tu sais, en plus, toi, ton chum, c'est ton préparateur physique, c'est ça? Oui, ben parlons-en. Hey, direct dans le sujet. Ben oui, écoute, on y va pas en dentelle, hein? Ah, on y va direct. Moi, je vais où t'as envie de jaser. Pour vrai, j'ai fait mes recherches. C'est pas moi qui ai eu envie de jaser de ça, mais écoute, si maintenant que t'en parles, tu sais. Non, mais pour vrai, comment tu concilies ça, les deux? Là, tu me dis que ton chum, dans la pandémie, vous étiez-tu à la maison 24/7? Ben, on était à la maison 24/7, mais moi, je suis un petit peu un bâton de dynamite, là, donc je suis pas en place 2 secondes, donc je suis en train de courir, d'aller faire du vélo, de faire 1 million d'activités. Je me suis transformée en moniteur de camp de jour pour les enfants de mon chum, donc je me suis vraiment gardée occupée, mais je pense qu'on concilie bien. On a vraiment fait la distinction entre ce qui est au gym reste au gym. Je comprends. Et ce qui se passe à la maison, c'est 2 choses. Même que justement, une fois, au gym, ça avait pas super bien été, mon entraînement. Puis moi, je suis une fille qui veut performer 100% sans arrêt. À fond, tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas de juste milieu avec moi. Ça arrive pas, là. Et cette journée-là, j'étais vraiment fatiguée. Donc, il a comme cancellé l'entraînement. Et là, j'étais insultée. Puis quand il est arrivé à la maison le soir, j'étais en train de boire un verre de vin, puis je dis, tu sais quoi, mon préparateur physique, là, c'était un méchant cap. C'est ça. Le lien. Ouais, exactement. Là, il est comme parti à rire et il est comme, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, on réussit à bien, à bien faire ça. Il n'y a pas de, tu sais, c'est ça. Je disais, comment ils font pour dealer avec ça, pour faire une distinction entre les deux? Vous avez dû avoir pas mal de fois la jasette, là, pas typique. Pas tant. Je pense que c'est arrivé pas comme une fois où il s'était passé quelque chose dans le gym et là, le soir, il est arrivé à la maison et j'étais comme encore fâchée de ce qu'il avait fait dans le gym. Puis il est comme, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais avec l'attitude que tu avais aujourd'hui. Et comme, ouais, mais ça, c'est fini. J'ai fait, OK, ouais, t'as raison. De passer à autre chose, de passer à autre chose. C'est vraiment, c'est compartimenté. C'est-tu indiscret de te demander, est-ce que vous êtes rencontrés dans le contexte que c'était déjà ton préparateur ou c'est votre relation qui a mené à ça? C'est particulier parce que lorsque je l'ai rencontré, il devait à la base juste m'aider à me remettre une commotion cérébrale. Oh, OK. Donc, ça devait pas devenir mon préparateur physique à long terme et encore moins, je pense qu'il voyait le fait que j'allais pouvoir devenir boxeuse professionnelle et championne du monde parce que j'étais non fonctionnelle. À cette époque-là. C'était vraiment une sévère commotion cérébrale. Donc, lui, c'était vraiment au niveau du protocole, il aidait le spécialiste en rémission de commotion cérébrale
de travailler avec moi. Et de là, ben, c'est développé notre relation et il a juste comme continué d'être mon préparateur physique. Wow. Ouais, exact. Puis là, à travers tout ça, il y a venu une relation là-dedans, même dans travers le professionnel. Ouais, exact. Écoute, c'est la première fois que je parle de ça en entrevue. Ça donne comme ça, on est de même au Sportcaster. Ben, écoute, oui, j'ai chaud, là. Ça se peut... Non, mais c'est quelque chose, tu sais, c'est... Peut-être, tu sais, il y en a, je reçois des athlètes des fois que, tu sais, parler de leur vie privée, ça peut être plus compliqué, puis je le respecte, il n'y a pas de trouble. Mais moi, je trouvais ça beau. Tu sais, j'étais un peu... Moi, je fais de l'humour, puis tu sais, ma blonde, elle joue un rôle tellement important dans ma réussite. Puis pour vrai, tu sais, pendant longtemps, pas que je l'assumais pas, mais je voulais pas qu'elle soit sous les projecteurs, qu'elle ait cette responsabilité-là. Puis aujourd'hui, je suis content de l'assumer. Fait que là, j'étais comme, peut-être qu'elle est comme... Ben, c'est pas quelque chose qui nous dérange tant, mais c'est vraiment une personne qui est low profile. Okay. Je pense que ça va très bien avec ma personnalité. Moi, je suis une personnalité explosive. Je prends de la place, je parle tout le temps, j'arrête pas de 2 secondes. Puis lui, c'est vraiment un gars qui est à sa place, qui est calme et tout ça. Donc, de par lui-même, il se met toujours comme un peu en retrait. Donc, c'est pour ça qu'il est pas nécessairement sous les projecteurs et il déteste ça à la base. Je comprends. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de trouble. Moi, ça m'intéressait. J'étais curieux. Écoute, parce que tu sais, tu as une grosse équipe aussi. Je faisais mes recherches. Je voulais aborder ça à savoir, tu sais, des fois, on voit le boxeur, on entend un peu l'entraîneur. Mais moi, je voulais savoir un peu dans ton entourage professionnel. Tu sais, t'es rendu pas mal à ton pic. On considère, tu sais, pour vrai, je tiens à dire, t'es la première championne active que je reçois ici. C'est vraiment un honneur. Fait que, tu sais, moi, je me dis, elle doit avoir accès au top là, du milieu. Fait que ça peut ressembler à quoi l'équipe que tu as autour de toi? J'ai une équipe incroyable. Honnêtement, même moi-même, des fois, je prends un petit moment de pause et je réalise la chance que j'ai d'être entourée de ces gens-là. Je dirais que l'équipe est très centrée autour de mon entraîneur de boxe, mon assistant-entraîneur qui est très impliqué aussi, donc Stéphane Arnois et Samuel Descaries qui sont vraiment... ils travaillent toujours ensemble. Ils travaillent de mèche très, très proche avec Marc-André Wilson, qui est mon préparateur physique. Dans ce cas-ci, c'est mon préparateur physique. Donc, ils sont vraiment... Là, ils s'appellent de façon régulière pour voir vraiment le progrès qu'il faut au gymnase. J'ai la chance d'avoir Julien Gauthier qui agit à titre d'agent, donc tout ce qui est négociation de contrat de boxe, avec les combats et tout ça. J'ai Yvon Michel qui est mon promoteur qui promouvoit mes galas. J'ai François Hamelin de chez Balboa qui s'occupe de tout ce qui est commanditaire et représentation. J'ai Michael Grégoire qui est mon attaché de presse aussi. En plus, j'ai un podiatre, j'ai une ostéopathe, j'ai un conseiller en nutrition, Jean-François Gaudreau. J'ai des thérapeutes du sport qui me suivent. Donc, j'ai vraiment une équipe incroyable. Incroyable. Puis ça, toutes ces personnes-là se sont greffées au fil de ton cheminement? Oui, ben c'est ça qui est vraiment cool, c'est que à la base, ça a commencé vraiment avec le docteur David Tingus, lorsque je parlais de la commotion cérébrale. Donc, avec le docteur David Tingus, qui, lui, travaillait avec moi en protocole de rémission de commotion cérébrale. Et l'équipe s'est bâtie autour de là parce qu'à ce moment-là, j'avais juste Stéphane Arnois comme entraîneur et il n'était pas encore mon entraîneur officiel à l'époque. J'avais travaillé un petit peu avec lui dans les gymnases, côtoyé. J'avais beaucoup d'affinités avec lui. J'aimais comment il enseignait la boxe. J'aimais sa vision. Donc, je lui avais demandé d'être mon entraîneur et lui, ce qu'il m'avait dit, c'est on va guérir de cette blessure-là et ensuite de ça, on regardera. C'est ça, exactement. Donc, quand je suis rentrée dans le bureau de David, j'avais personne avec moi. Là. J'avais mon entraîneur, c'est tout. Il me dit, est-ce que tu as un préparateur physique? Je dis non. Ben, il dit, laisse-moi te présenter quelqu'un. Et c'est là que Marc-André est arrivé. Et là, il dit, est-ce que tu as un nutritionniste? Ben, je dis non. Ben là, il dit, laisse-moi te présenter quelqu'un. C'est là que Jean-François est arrivé. Wow, OK. Et Julien, c'était un ami de Marc-André. Donc, après quelques combats, je pense que c'est le 2e ou le 3e combat, j'étais énormément sollicitée au niveau des médias. J'avais beaucoup de demandes au niveau des compagnies ou tout ça. Et j'avais peur de faire les mauvais choix. Parce que je savais que les choix que j'allais faire maintenant allaient avoir un impact sur ton image, mon image, la future, le développement de ma carrière. Donc, Julien est entré comme dans l'équipe. Et de là, s'est joint aussi par la suite François, parce que Julien, il était un petit peu débordé. Donc, il est allé chercher vraiment une personne au niveau des commanditaires. François a amené Michael au niveau des coms et tout ça. Donc, ça s'est tous bâti et aussi au fil du temps, il y a mon psychologue sportif qui est un game changer dans ma carrière. Là. C'est fantastique parce que je suis honnête, lui est dans ma liste de ceux que je voulais aborder avec toi. Jean-François Ménard et c'est un très bon outil dans mon coffre à outils. Incroyable. Et je dois dire que ma carrière a vraiment pris des proportions différentes puis un petit peu inattendues
à la suite de mon travail avec Jean-François. Là. Incroyable. Ouais, parce que quand j'ai rencontré Jean-François la première fois, je suis allée le voir à la suite du combat le plus serré de ma carrière. C'était une victoire par décision partagée. C'est la première fois où j'avais perdu des rounds, où il y avait des juges qui me donnaient pas de façon unanime la victoire. Et c'est là où j'ai fait, OK, là, il y a quelque chose qui se passe. Ma mère était très malade aussi à l'époque, donc c'était beaucoup d'émotions qui étaient mélangées. Et on a décidé d'aller consulter vers un psychologue sportif pour m'aider justement à bien performer dans mon sport. Et c'est là qu'est entré en jeu Jean-François. Fantastique. Jean-François, en plus, tu sais, on est obligé de se le dire, je regardais son CV, je suis sûr qu'il était vraiment content de travailler avec toi. Mais comment ça s'est passé? C'est-tu venu de lui ou c'est venu de toi? C'est vraiment très drôle parce que Marc-André avait fait des amis dans le domaine et tout ça. Et moi, je sais pas pourquoi je voulais travailler avec un homme. Okay. Je voulais pas quelqu'un qui allait comme doux avec moi. J'avais besoin de quelqu'un de très direct et tout ça. Et Jean-François faisait partie des références qu'on m'avait données. Quand je l'ai appelé, parce que j'en avais appelé plusieurs, ça l'a cliqué tout de suite. Au téléphone, quand je lui ai parlé, je suis comme, OK, non, c'est avec lui que je veux travailler. Okay. De sa façon d'expliquer les choses, de sa vision. Mais lui, ce qu'il m'a dit à l'époque, c'est, je suis vraiment beaucoup sollicité. Mon agenda est vraiment chargé. Il dit, je suis pas certain que je vais avoir le temps de travailler avec toi. Et là, à moi de lui répondre, non, mais moi, je suis vraiment autodidacte, donc t'as pas besoin de me tenir par la main. On peut se voir une fois de temps en temps, mais ce que tu me dis, je sais que je vais les appliquer, tout ça. Il dit, parfait. Il dit, laisse-moi regarder un peu ce que je peux faire. Et là, il a fait une brève recherche sur moi. Ben, c'est clair. Puis là, il m'appelle, puis il fait, mais je comprends pas, là, tu m'as dit que t'étais boxeuse. Oui. Là, il a allumé. Mais t'es championne du monde en karaté. C'est ça. Ouais, mais je veux devenir championne du monde en boxe aussi. Et comme, OK. Puis je pense que ce qui a fait qu'il a commencé à travailler avec moi, c'est vraiment le défi que je représentais, justement, le fait que c'était un parcours atypique. Le domaine, tout. Le domaine et tout ça. Donc, lui, il a dit, OK, let's go. Je l'ai fait. Incroyable. Parce que pour vrai, lui, il a été remercié par tellement d'athlètes. J'ai une curiosité de comprendre aussi qu'est-ce qu'il peut apporter. Tu sais, moi, quand... genre, je sais que j'avais vu qu'il avait remercié, mettons, Michael Kingsbury l'avait remercié rapidement. Oui. Il a travaillé avec vraiment des gens d'élite. Puis c'est dur pour moi de saisir comme, ça se passe où? Tu sais, c'est-tu par rapport à tes entraînements, les stress, pendant le combat? Tu sais, ça peut ressembler à quoi ce qui peut t'apporter, mettons? Il y a beaucoup de concepts et de perceptions. Moi, je pense que le plus gros travail avec Jean-François, ça a été de modifier ma perception des choses. OK. Comme je l'ai dit, moi, je suis 100%, puis je suis bornée, je suis comme ça. Donc, lui, ça a été beaucoup d'ouvrir les œillères, de travailler au niveau des exercices de respiration, de visualisation, des choses comme ça. Mais je te dirais que le gros game changer, c'est de changer ma perception des choses. Ah ouais, OK. Ouais, vraiment, ça va jusque-là. Même énormément. Dans ta vie personnelle aussi, même ça doit donner un coup de main. Ça s'applique-tu ou c'est des choses? C'est sûr que de mon côté d'élève modèle, ce que j'apprends, j'essaie toujours de le transposer dans ce que je fais. Puis de l'appliquer partout parce que pour moi, c'est une façon de consolider ce que j'ai appris et c'est une façon un petit peu de tester aussi si ça fonctionne. OK, je comprends. Ouais, moi, je teste. Moi, je suis bien bonne là-dedans. Ouais, moi, je teste. Puis je me suis rendu compte que oui, dans la vie de tous les jours, ça m'aide énormément. Puis je pense que au niveau de mon copain aussi, la gestion de ma personnalité, de mon tempérament, justement, mauvais perdant, 100% dévoué, acharné, ça permet aussi de tamiser ça un petit peu. Là. OK. Fait que ça a vraiment été avec lui que tu as pu évaluer ça. C'est une personne qui a été fit pour toi. Définitivement. Pour te donner un coup de main là-dedans. Ben, je pense pas que c'est tant une personne qui a été fit ou c'est plutôt que lui va s'adapter pour trouver le bon fit avec toi. OK, je comprends. Parce que, oui, c'est sûr que ça doit cliquer avec la personne. Moi, quand je l'ai appelé, j'ai senti... C'est vraiment une première impression. Là, j'ai vraiment senti que, OK, il y avait quelque chose à aller travailler avec lui. Mais vraiment, la beauté du travail de Jean-François, c'est ça. C'est qu'il va s'adapter à chaque personne. Il va s'adapter à chaque problématique qui est devant lui, chaque défi qui est devant lui. Ah ouais. Et oui, c'est sûr qu'en tant qu'athlète, on rencontre des choses qui sont sensiblement les mêmes choses. Par contre, on est tous des individus différents, des personnalités différentes, donc il doit utiliser les outils qui vont fonctionner avec la personnalité. Là. Mm-hmm. Y es-tu amené, mettons, à la veille, mettons, d'un combat important? Avez-vous comme un rituel? Est-ce qu'il se déplace? Mon combat de championnat du monde, il était présent justement la journée de mon combat de championnat du monde. On a des images de ça. Ils sont en train d'installer le ring, le centre Vidéotron est vide et il y a Jean-François et moi assis dans les estrades et on a la dernière discussion avant mon combat. Incroyable. Ouais. Ça pouvait ressembler à quoi? C'est-tu indiscret? Ben rapidement, là, ce qu'on avait dit, c'est comment tu te sens? Puis là, je lui avais répondu, c'était sans aucun doute pour moi. Je dis, je sens qu'à soir, je vais devenir championne du monde. Aïe. Puis là, je dis, OK, parfait. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes ça? Ben, je dis, je vois des gens qui sont en train de travailler. Puis ça, ben, il dit ça, il dit, comment il m'avait dit? Il m'a dit,
quand tu reçois de la visite à la maison, tu t'assures que tout est propre, ils font le ménage, puis tout ça, puis il était justement en train de passer l'aspirateur dans le ring. Puis il dit, regarde, là, il dit, c'est son salon, puis tout le monde est en train de le nettoyer. Puis ah ouais, c'est vrai, là, tu sais. Fait que ça a été vraiment, là, c'est ce qui m'a mis en confiance pendant ça. Ouais. Il t'a fait sentir chez toi. Ouais, il m'a fait sentir chez moi que j'allais recevoir plein de visites, mais que mon salon est en train de le setup est en train d'être monté et tout ça, là. Ouais. Aïe, j'adore que tu me partages ça. Ça m'intéresse au bout comme de... Tu sais, comme tu dis, la notion de se mettre à l'aise, ça... Tu sais, on a toujours l'image du discours, là, tu sais. Tu sais, dans les films, on voit ça, là, tu sais, qui se disent des affaires impossibles avant, mais non, c'était zéro. très simple. C'était une conversation, c'est ça. Tu sais, quand je parlais tantôt, c'est une question de perception. Ben, il m'a fait percevoir que j'étais confortable, j'étais chez moi, j'étais dans mes affaires, dans mon élément. Alors qu'on sait, en compétition, souvent, c'est ce qui arrive, là, c'est on est un petit peu déstabilisé, il y a beaucoup de pression, on a l'impression que c'est différent de ce qu'on fait d'habitude parce que les enjeux sont plus gros. Mais dans ce cas-ci, c'était juste de me ramener à ce que je fais tout le temps. Je comprends. Il t'a ramené ça, il a descendu le hype de l'événement. Ouais, il a exactement. rendu ça un combat comme un autre. Un combat comme un autre ou simplement une séance comme une autre. OK. Donc... On parle du 1er décembre 2018. Là. Oui, exactement, le soir où je suis devenue championne du monde. Là. Ça, là, il faut que je m'excuse tout de suite avec toi, pour vrai. Puis c'est weird ce que je vais te dire, mais c'était la première fois que je vivais un événement sportif. Ouais. Puis j'avais de la difficulté à l'assumer que j'avais hâte de le voir. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire ou tu l'as déjà entendu, celle-là. Qu'est-ce que tu veux Mais dire? c'était la première fois que j'avais un combat de boxe qui impliquait, je te le dis, puis tu sais, je veux pas tomber, mais tu dois te le faire dire tellement de fois, malheureusement, mais qui impliquait 2 femmes. Ouais. Puis je te le dis, j'ai commandé le gala pour voir seulement ce combat-là. C'était la seule affaire qui m'intéressait ce soir-là. Puis c'était la première fois que je vivais ça, puis j'étais comme... J'étais gêné de le dire. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, quand je vais en voir, je vais m'excuser parce que t'avais une personnalité qui venait me chercher au bout de dire je veux la voir se battre, je veux voir ce qu'elle a dans le ventre, cette fille-là. Puis ça m'a touché, là. Quand je t'ai vu gagner, sauter dans les bras de ton team, tout, là, j'étais tellement, genre... C'était vraiment un de mes bons moments sportifs, honnêtement, là. Puis, tu sais, depuis ce temps-là, partout où je vais, dès que j'entends, tu sais, je parle de boxe, tu viens dans mes discussions de monde que j'aime regarder se battre, là. Hey, merci. Tu sais, parce que, tu sais, en plus, je trouve ça fou de dire que tu t'es toujours rendu à la limite du temps. Fait que ça fait des combats quand même assez incroyables à chaque fois, là. T'as dû gagner des Fight of the Night assez souvent, je sais pas. Ben, je sens nécessairement gagner des Fight of the Night parce que chez les professionnels, ça arrive pas. Chez les amateurs, fréquemment, là. Okay. Chez les amateurs, c'est quelque chose qui arrivait très fréquent, là, de gagner le combat de la soirée. Mais oui, tu sais, c'est toujours des combats qui vont à la limite puiser les ressources et tout ça. Donc, c'est des combats qui demandent énormément de stratégie aussi. Ouais, toi, tu mises là-dessus. Énormément. C'est sûr qu'il ne faut pas se cacher aussi, chez les femmes, le pourcentage de knock-out est très faible. J'ai vu ça. Donc, c'est sûr que les rounds sont de 2 minutes. C'est automatiquement au niveau de la fatigue, on est beaucoup... C'est pas vrai, on n'est pas moins fatigué. je vais changer mes mots. Mais la stratégie est différente. La stratégie est différente parce que justement, souvent chez les hommes, un coup de poing il va faire la différence. Chez les femmes, ce fameux knockout punch-là arrive moins fréquemment. Mm-hmm. Donc, il faut vraiment s'assurer de gagner chacun des rounds, d'être stratégique parce que on peut pas juste se fier sur le fait qu'à un moment donné, on va en passer une. Donc, la stratégie devient d'autant plus importante dans ces moments-là parce que c'est un petit peu comme en boxe amateur. Il faut gagner chacun de nos rounds un par un, on n'a pas le choix. Mais c'est super intéressant que tu l'expliques, ça, parce que, tu sais, moi, est-ce que je me trompe ou il y a déjà une discussion pour que les femmes, les combats de ceinture, vous passiez à 12 rounds? C'est-tu quelque chose qui t'est passé par la tête? C'est les combats, les combats de championnat sont des 10 rounds, alors que chez les hommes, ce sont des 12 rounds, et la longueur des rounds, chez les femmes, ce sont des 2 minutes, alors que chez les hommes, ce sont des 3 minutes. Oui, on demande depuis très longtemps que ce soit des 3 minutes et tout ça. C'était fait dans le temps pour protéger les femmes parce que les femmes qui étaient boxeuses, malheureusement, n'étaient pas nécessairement des superbes athlètes. Je comprends. Donc, c'était des femmes qui faisaient ça un petit peu pour le plaisir ici et là. Et de façon à les protéger pour que ce soit plus sécuritaire, ils ont décidé de faire des rounds de 2 minutes. Par contre, maintenant, c'est plus le cas. Non, je comprends. Les femmes, on est autant entraînées que les hommes. Totalement. Et donc, c'est ce qu'on demande. On demande un changement pour justement aller chercher des combats qui sont plus spectaculaires, plus des knockouts. Et aussi, 2 minutes, ça se passe très rapidement. Donc, dès qu'une fille est
moindrement explosive, rapide, elle est énormément avantagée. Tandis que sur un 3 minutes, ça, c'est un petit peu dilué. Vous allez vous battre plus. On va se battre plus, donc on va être un petit peu plus sélectif dans ce qu'on va faire. Là, 2 minutes, la cloche sonne, on n'a pas le choix, il faut y aller. Là. Il faut mettre de l'action parce que la cloche va sonner dans pas long. Et selon plusieurs recherches, c'est ce qu'ils ont trouvé. 3 minutes, c'était le temps idéal pour aller chercher le meilleur boxeur des deux. Okay. Le plus rapide, le plus fort, le plus stratégique, qui allait vraiment mettre en valeur tous les atouts du bon boxeur. OK. Donc, c'est la raison pour laquelle on demande aussi. C'est vraiment intéressant. Puis quand tu dis ça, est-ce que c'est vraiment... Tu sais, ça veut-tu dire que tu as des contacts avec l'élite mondiale de la boxe, entre vous, entre athlètes, de dire, ouais, on serait prêt à le faire. Qu'est-ce qui fait que ça pourrait pas fonctionner, par exemple? En fait, ce qui fait, c'est ce sont des lois pour le moment parce que chaque région où il y a un combat est supervisée par une commission. Donc, ça, c'est vraiment tout dépendant des lois du pays, du combat. Aux États-Unis, ça s'est fait. Il y a des femmes qui ont boxé sur des 3 minutes parce que les commissions athlétiques l'ont permis. Ah ouais, OK. Ici, au Québec, on a demandé. Par contre, c'est une loi fédérale. Donc, il faudrait faire soumettre c'est ça, un projet de loi fédérale et tout ça. Et je suis pas certaine que c'est en train de se faire parce que on a vu récemment avec tout ce qui se passe avec la boxe, il n'y a pas vraiment de lobbyistes au niveau de la boxe. Hein. Non, c'est ça. Donc, c'est un petit peu laissé à la discrétion de la santé publique, des instances gouvernementales et tout ça. Il n'y a pas vraiment personne qui plaide la cause de la boxe et qui argumente. Donc, je pense que pour le moment, c'est très... c'est sur la glace, disons. Mais toi, tu serais pour ça, 100%. Oui. Toi, tu serais all-in, OK. All-in, cool. All-in, ouais. Parce que j'aime ça. Dans le fond, toi, tu te dis, tu vois ça comme un défi que tu veux pas être avantagé par le temps qui te sera offert. Toi, tu te dis, hey, let's go, on y va, puis amène-toi. Moi, je suis une personne qui est énormément en forme et je sais très bien que c'est un système qui va m'avantager. Et aussi, je pense que au niveau des spectateurs, ça va donner des combats qui sont beaucoup plus enlevants sur du 3 minutes que du 2 minutes. Là. OK, je comprends. Là, aujourd'hui, on est le 16 juillet. Ouais. Ça fait combien de temps que tu n'as pas monté dans le ring pour te battre? Ça fait longtemps. Le dernier combat, c'était le 23 novembre. Est-ce que c'est une des plus longues disettes que tu as eues depuis ta carrière? C'est la plus longue. Définitivement la plus longue. Ouais. Comment tu vis ça? C'est quoi l'impact que ça a sur toi, ça? C'est sûr que c'est difficile de trouver mes repères parce que mon beat de vie habituel c'est un combat, je suis en vacances, je suis en mise en forme, j'ai un camp d'entraînement, j'ai un combat. Je suis en vacances, je suis en mise en forme. Donc, c'est vraiment comme ça. C'est un cycle qui est continuel. Et à ce point-ci, je suis pas en vacances, je suis pas en mise en forme, je suis pas en camp d'entraînement. Donc, c'est un petit peu difficile pour moi de trouver mes repères de qu'est-ce que j'ai en quelque sorte le droit de faire par rapport à ça au niveau de la nutrition, du sommeil, de la récupération, au niveau de l'entraînement, de repousser et tout ça. Donc, c'est un petit peu difficile, mais je pense qu'on vit des moments particuliers, historiques et particuliers. Donc, on doit s'adapter, on n'a comme pas vraiment le choix. Là. Ouais, je comprends très bien. Ça a dû te faire de quoi? Tu as parlé de lobbying, il faut que je t'amène un peu sur ça, mais quand tu as eu la décision du gouvernement que pratiquement tous les sports vont reprendre, il y a des autorisations de voyager, mais la boxe, non. Moi, je l'ai pas compris. Moi non plus. Vous autres, toi, tu as dû avoir des discussions avec ton équipe. Tout le monde a dû être vraiment surpris. C'est sûr que de mon côté, à court terme, c'est pas quelque chose qui a un impact sur ma carrière parce que mon prochain combat est aux États-Unis. C'est sûr. C'est sûr. Okay. À 100%, le combat est signé. Le combat est béton. On a besoin d'une date parce que ils ont dû procéder à des choses qui sont très différentes parce que huis clos, ils doivent trouver une façon de rentabiliser avec les productions de télé et tout ça. Mais bref, j'ai une certitude là-dessus. Par contre, pour moi, il y a tellement de carrières prometteuses ici au Québec. Il y a tellement de jeunes boxeurs. Il y a tellement de jeunes boxeurs aussi dans les gyms. C'est vrai, ça? Il y a beaucoup de jeunes qui rêvent un jour de devenir boxeurs professionnels. Et pour le moment, j'ai la chance d'être rendu dans ma carrière où je peux aller m'expatrier aux États-Unis. Exact. Par contre, c'était pas le cas dans le passé, donc ma carrière aurait été pratiquement brisée. Je comprends. Et outre ça, quand j'ai soulevé la ceinture de championne du monde à Québec, devant ma mère, ma famille, mes amis, un centre Vidéotron au complet, ce sentiment-là, je me dis qu'on peut pas enlever ça à un athlète. Ben non, je comprends tellement. Et de dire qu'il n'y aura plus de boxe avant l'arrivée d'un vaccin, je pense que ça tuerait la boxe. C'est ridicule. Ben surtout si on regarde les protocoles qui sont mis en place en ce moment aux États-Unis, en Europe, au niveau du testage, du dépistage. Lorsqu'il y a un combat de boxe, l'athlète qui boxe a été testé préalablement 3 fois. Et c'est ça. Mais c'est ça. Et ce sont les 2 seuls qui n'auront pas de masque. Donc, les hommes de coin, les entraîneurs, ils ont un masque officiel, arbitre. Tout au plus, je pense que c'est 15 personnes qui sont dans la salle en même temps parce qu'il n'y a pas de promoteur, il n'y a pas d'animateur télé, ils sont dans des studios à part. Donc, c'est peut-être 15 personnes qui sont dans la place en même temps, dont 2 qui ne porteront pas un masque. Si on regarde une partie de hockey ou de football, là,
On s'entend qu'il y a une équipe technique à pu finir. Une équipe technique, les deux équipes de chaque Les côté. On parle de quasiment entraîneurs. 80 personnes qui sont impliquées, chaque donc bord. C'est vrai que ça fait aucun sens. Moi, je pense que c'est un petit peu un travail de job de bras un petit peu des instances gouvernementales à l'égard de la boxe. Ça fait longtemps que la boxe n'est pas nécessairement le sport le plus prisé par les médecins et tout ça pour les raisons qu'on connaît, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'ignorance dans du sport par rapport justement à tous les protocoles, par rapport à la gestion des athlètes, de la santé des athlètes. Donc, peut-être une opportunité de mettre la boxe de côté pendant un petit bout de temps. Ben, je trouve ça triste, surtout que la boxe québécoise, ça a été un des sports qui a été capable de fonctionner autosuffisant. T'sais, on était capable de faire des combats au Québec. Sans aucune subvention gouvernementale. Exact. Fait que moi, je comprends pas comment on fait, pourquoi on ferait ça. T'sais, pendant ce temps-là, on voit énormément, mettons, je veux dire que la UFC a quand même profité énormément du contexte. Puis on s'entend qu'il y a beaucoup plus de risques, je présume, là, juste c'est niaiseux à dire, mais les positions, la façon que les gars se battent, je pense qu'au niveau risque, ce sont deux sports qui sont extrêmement à risque. Je pense que la différence entre ces deux sports, les sports de combat et le soccer, le baseball, le hockey, c'est la quantité de personnes qui sont impliquées. Je pense que les sports sont tous aussi à risque. Si on regarde les gars au hockey, lorsqu'ils arrivent dans le coin, il n'y en a pas de 2 mètres de distance. Ben non, c'est ça. Donc, je pense que tous les sports sont à risque, mais c'est vraiment à quelle quantité de personnes on veut impliquer. Puis un combat, on va boxer aux 3, 4, 5, 6 mois, alors qu'une partie de hockey, c'est 2-3 fois par semaine. Là. Ah, c'est et ils n'ont aucun contrôle sur les 50-60 joueurs qui vont aller voir leurs amis, leurs familles, qui vont sortir. Tandis que nous, on est mis dans des bulles avant notre combat et tout ça. Donc, je pense que c'est peut-être une... Ouais, c'est ça. On verrait autre chose en plus. Tu sais, moi, j'essaie de me l'imaginer, tu sais, quand... de dire que j'entendrais les coachs crier des trucs, tu sais, on entendrait les bruits. Moi, là, je considère en plus que tout le monde devrait aller voir... Tu sais, il y a des gens, souvent, ils commandent le combat, mais honnêtement, c'est un des sports que sur place, j'ai vu la plus grosse différence. Tu sais, d'entendre les coups, là, ça m'a tellement impressionné de dire, oh, OK, c'est... Surtout dans une salle qui est petite, là. Si je regarde de mon côté, j'ai fait la majeure partie de ma carrière au Casino de Montréal. Cette salle-là, j'avais l'impression que les gens étaient dans le ring avec moi. Ah ouais, c'est fou. Et les gens étaient, c'est 500-600 places assises, donc les gens étaient vraiment collés sur le ring et peu importe qui venait, qui aimait la boxe ou pas, c'était coup de cœur. C'était coup de cœur assuré. Là. C'est super. Parce que c'est vrai, t'as raison. D'entendre ce qui se passe, entendre les coups, voir la personne le recevoir, de continuer à se battre. Exact. Moi, ça m'a changé vraiment ma perception des athlètes de dire, OK, c'est... Le fameux son du cuir sur le visage, là, c'est... Oh! Exact. Parce que dans notre salon, c'est toujours facile de dire, moi, j'aurais fait ça. Exact. Moi, je l'aurais esquivé. Pourquoi que c'est pas tassé? Ouais, c'est ça. Moi, je me suis battu dans ma vie. C'est ça. Je me suis battu dans ma vie. J'ai jamais vu ça, moi. Ouais, c'est ça. Faut revenir à ton parcours quand même. Toi, tu es une fille de la Rive-Nord, Saint-Eustache. Oui, monsieur. Là, tu t'habites encore, tu es encore du coin ici. Yes. Toi, ta base, au fond, tu l'expliquais tantôt avec ton préparateur mental, tout ça. Oui. T'es à la base une athlète de karaté. Qui était méconnue à 11 ans. J'ai-tu bien lu que tu étais championne canadienne? Ouais. Comment ça se passe de devenir championne canadienne à 11 ans? Ben, moi, comme je dis, peu importe, puis ça, c'est vraiment depuis mon tout jeune âge, peu importe ce que j'ai fait, je l'ai fait à 100%. Donc, moi, j'ai commencé le karaté, puis c'était de compétition en compétition. Après 3 semaines, je faisais ma première compétition. Puis moi, c'était comme ça. Je suis une compétitrice née. Et c'est de gagner. Moi, j'arrivais d'école, je m'en allais au karaté, et la pire punition que ma mère pouvait me donner, c'était « OK, on n'ira pas au karaté parce que t'as pas fait tes devoirs. » ou parce que ça, c'était la pire punition. Moi, je vivais dans le dojo, et pour moi, ça allait de soi. OK. Ouais, c'est incroyable. Puis là, au-delà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve à être championne? C'est-tu par rapport à des combats précisément ou les katas, des choses comme ça? Je faisais les deux. OK. Moi, je faisais les deux et étonnamment, j'aimais plus les katas avant. OK. Puis à un moment donné de ma vie, je me suis vraiment aimé les combats. Et plus les combats étaient rough, plus j'aimais ça. Donc, j'ai fait aussi un petit passage vers le kickboxing qui m'a mené par la suite à la boxe. Mais à la base, je faisais beaucoup de kata. Moi, j'aimais ça. OK. Ouais, vraiment. Ça t'a apporté. Puis c'est sûr, tu sais, parce que moi, je me disais souvent, les gens qui se tournent vers les arts martiaux, ils vont peut-être être plus tentés d'aller vers les arts martiaux mixtes. Qu'est-ce qui a fait que t'as dit non, c'est la boxe qui a joué à piqûre? Ben, à la base, quand j'ai décidé de faire de la boxe, c'était pour pouvoir participer aux Jeux olympiques. Parce que le karaté n'était pas un sport olympique. OK. Et j'avais 24 ans, je regardais les Jeux olympiques. Puis là, je me disais dans ma tête, je peux pas croire que je vais jamais participer aux Jeux olympiques de ma vie. Pour moi, c'était un gros manque dans ma vie. Et là, il y a un ami qui m'a dit, ben, t'as 2 choix, soit le taekwondo ou la boxe, qui sont des disciplines olympiques.
Puis à la blague, moi, je dis, je donne les meilleurs coups de poing, je vais aller boxer. Et c'est vraiment comme ça, ouais, oui. exact. J'ai mis les pieds dans un gymnase de boxe et j'ai vraiment eu la piqûre. Je suis vraiment tombée en amour avec le sport. Et le premier entraînement que j'ai fait, 3 semaines plus tard, je faisais mon premier combat, puis 1 mois et demi après, j'étais aux championnats provinciaux. Sérieux? Ouais. Moi, c'est ça. C'est tout ou pantoute. Puis ta carrière amateur, tu sais, j'ai pas vu tant de choses passer, mais ça, c'est-tu pris longtemps? Toi, c'est... J'aurais aimé qu'elle s'étire plus longtemps. Par contre, le sport amateur étant ce qu'il est... Ben oui, c'est sûr. C'est ça, exactement. Le sport amateur étant ce qu'il est, des fois, c'est pas toujours facile de vaincre tout ce qui est politique, décision et tout ça. Et j'avais l'impression que je stagnais énormément parce que avec la commotion cérébrale, si j'étais restée chez les amateurs pour participer aux Jeux olympiques, j'avais un autre 4 ans, un cycle de 4 ans à faire. Ça, c'est tough, ouais. J'avais pas énormément d'opportunités de combats internationaux avec Boxe Canada et j'étais sur l'équipe nationale et tout ça. Donc, j'avais l'impression vraiment que je tourne en rond, que je me développais pas. Et donc, après 50 combats chez les amateurs, j'ai décidé de passer chez les professionnels. C'est quand même pas mal. Je suis surpris comment les combats amateurs, qu'est-ce qui fait que les athlètes ils ont des fiches de tant de combats que ça? Comment ça vous rendez? Ce qui arrive souvent, ce sont les compétitions. Moi, la première année, j'ai fait 21 combats dans ma première année. 21? Ouais, 21 combats dans la première année parce que quand on arrive, il y a des événements qui sont organisés à tous les fins de semaine. Donc, les clubs de boxe organisent des événements qui sont sanctionnés par la Fédération québécoise de boxe olympique, mais il y en a pratiquement à tous les fins de semaine. Donc, c'est très facile de se trouver des galas de fin de semaine. Et lorsqu'on fait des compétitions, on boxe le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc, c'est 3 combats par fin de semaine. Incroyable, OK. Ouais, exactement. Mais c'est une mentalité qui est un peu différente de la boxe professionnelle. En boxe professionnelle, on fait un camp d'entraînement de 8 à 12 semaines pour un combat. Tandis qu'en boxe amateur, le combat fait partie de notre progression. C'est comme si le combat devient en quelque sorte un sparring. Parce que le but de la boxe amateur, c'est vraiment juste d'acquérir de l'expérience. Nonobstant les victoires, les défaites. Donc, c'est d'acquérir de l'expérience. Donc, souvent, on va boxer dans une catégorie de poids qui est peut-être un petit peu plus élevée que chez les professionnels parce que on fait pas de coupe de poids, on n'a pas nécessairement de diète. Le but, c'est de boxer. C'est pas la même préparation. Le but, c'est de boxer le plus régulièrement possible. On a des casques, on a des plus gros gants. Donc, c'est beaucoup plus sécuritaire en quelque sorte. Donc, c'est ce qui nous permet de boxer de façon plus régulière. OK, c'est vraiment intéressant. Tu vois, ça, ce portrait-là, on l'avait pas tout le temps. Puis des fois, tu sais, je suis toujours impressionné de voir, il y a un boxeur qui arrive, il a donc ben l'air prêt. Puis là, je suis comme, un gars, il n'y a pas une fiche de fou, mais là, je catch qu'il y a 50, 60 combats de boxe amateur. C'est pas coulé dans le béton que lorsque tu es un bon boxeur amateur, tu deviens un bon boxeur professionnel parce que il y a quand même des petites différences, mais de façon générale, il y a très peu de très bons boxeurs professionnels qui n'ont pas un gros parcours amateur. Très peu. La plupart sont issus vraiment d'un gros parcours amateur, puis c'est pour ça que je disais, j'aurais aimé en faire plus. Mais je sentais que j'étais pressée un peu par le temps. Exact. Je comprends très bien. Puis moi, je suis très patiente dans la vie. Pourquoi tu ris? Mais non, je sais pas. Je sentais que c'était comme... Okay, c'est ça. Parce que pour vrai, moi, tu sais, c'était ça, là, je te pogne genre au meilleur moment. Tu sais, on approche des combats d'unification des titres. Ça, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent tout le temps comprendre le sérieux. J'essaie d'expliquer aux gens proches de moi qui sont moins amateurs de boxe de dire, ben, elle est rendue à l'étape qu'elle va défendre ses ceintures puis elle va essayer de battre une autre championne qui va défendre les siennes. Fait que là, tout arrive dans le cercle de la grande élite mondiale. Tu sais, ça, là, à un moment donné, vous deviez le sentir, nous autres, bon, là, on est-tu rendu là, tu sais? Tu voulais-tu faire d'autres combats, défendre ta ceinture encore une fois? Nous autres, on s'en allait là depuis le début. Ah ouais, c'est fantastique. Moi et mon entraîneur, là, quand j'ai fait le saut chez les professionnels, on avait justement une liste d'adversaires, puis Suarez, celle que j'ai déjà eue à mon dernier combat, était déjà dans cette liste-là. On avait Brackus qui, maintenant, est rendu un petit peu... On s'est dirigé vers Shields. À l'époque, Shields n'était pas dans notre équation parce qu'elle boxait beaucoup plus pesante. Par contre, lorsqu'on a eu cette offre-là, pour nous, ça faisait aucun doute, là, on s'en allait vers là. Ah ouais, parce que le but, c'est pas juste d'être champion, c'est d'être le champion des champions. Ouais, ça m'impressionne. Je trouve ça tant beau quand tu dis ça. Parce que pour vrai, je regardais puis je voyais que, tu sais, là, t'es rendu au stade qu'il y en a quelques-unes des adversaires. Tu sais, je sais que vous autres, dans la boxe, si je comprends bien, vous avez une mentalité, là, c'est Shields. Tu sais, ta prochaine adversaire, mais t'as toujours en tête d'aller chercher les autres éventuellement. Ben c'est ça? Oui, parce que moi, je pense qu'il n'y a pas de... Quand tu t'arrêtes de rêver grand, c'est là que ça finit dans un sens. Pour moi, il y aura toujours plus haut, il y aura toujours plus, puis c'est ce qui me motive. C'est ce qui me motive à chaque matin à me lever à 5h, puis d'aller au gymnase pour 6h30, puis ensuite de ça, de revenir à la maison, puis d'y retourner pour 3h30. Donc, c'est ce qui me motive à pas prendre mon verre de vin la fin de semaine, à pas tomber dans la poutine, ces choses-là. Ce sont ces gros défis-là, ces enjeux-là,
qui me donne la drive à tous les matins de me lever. Ah, mais Colin, t'inspires vraiment ça. Tu sais, pour vrai, quand on s'est rencontrés, c'était ça qui ressortait dans ma tête, c'est t'avais cette aura-là. Tu sais, des fois, on entend ça. J'écoute des documentaires que, tu sais, les gens, ils vont parler de Mohamed Ali, des personnalités. Tu sais, un boxeur, mais moi, là, dès que t'étais dans le giron de l'endroit, là, je sais pas comment l'expliquer, mais tu dégageais ça. Tu sais, t'as pris le micro, t'as parlé, puis j'étais genre, OK, cette fille-là, c'est du real deal, là. Tu sais, c'est-tu là, pourtant, là? c'était les Beach Boys, là, que je dansais. Ouais, je comprends. Je suis contente d'avoir pu dégager, à travers Surfing USA, d'avoir pu dégager cette aura-là, parce que c'était pas nécessairement un contexte qui s'y prêtait, mettons. Mais pour vrai, c'est fou comment tu l'as, ça. Tu sais, t'es rentré ici, puis je l'ai vu tout de suite, puis, tu sais, est-ce que... tu sais, parce que moi, j'ai remarqué, puis là, c'est le bout que je trouve intéressant, c'est j'ai vu que tu avais un petit côté baveuse face à tes combattantes. Je pense que ça, tu sais, je sais pas. J'ai pas un côté baveuse. Je suis juste... Dans la vie de tous les jours, moi, je suis toujours souriante. Mais j'aime ça piquer. Este cinturón es mío. Si. Ah, c'est ça, hein? C'est ça, exact. Là, moi, c'est là que j'en viens à baveuse. Cinturón es mío. C'est ça. Tu sais, toi, t'es allé voir ton adversaire, tu lui as dit une phrase en espagnol pour lui faire comprendre que la ceinture était à toi. Ouais, c'est ça. T'as fait ça, toi? Ouais, j'ai fait ça. Ah, fait que là, tu me dis après que t'es pas baveuse. Non, mais je joue un petit peu, là. Mais c'est-tu comme une guerre psychologique? C'est-tu quelque chose que tu te dis qu'avant cette bout-là, tu veux qu'elle comprenne que, tu sais, je sais pas, y a-tu quelque chose? C'est toujours une guerre psychologique parce que tu le sens... Moi, je l'ai senti que j'ai cassé des filles à la pesée. Ah, ouais. Je l'ai senti que je les avais cassées. Je me suis déjà fait avoir, par exemple, dans ce jeu-là, parce que à un moment donné, là, ça, c'est là que tu vois que la culture y est pour beaucoup. Okay. Parce que, tu sais, la plupart des adversaires que j'affrontais en début de carrière étaient des Mexicains, des Américains, et c'est un petit peu la culture nord-américaine. Là. C'était, j'arrive à la pesée, je fais mon show, cette game d'intimidation-là. À un moment donné, je suis au casino du Lac-Lémé, je fais ma première finale à vie, et j'affronte une fille de l'Argentine. Okay. Et là, elle arrive ici, elle est un petit peu potelée, tu sais, elle est pas super fit, puis tout ça, fait que là, je suis comme... Puis, tout de suite après la pesée, elle vient me voir et elle me demande de signer son poster, l'affiche de moi, puis de prendre des photos. Ben oui. Mais on n'a pas boxé encore. Puis là, comment tu réagis? Ah ouais. Fait que là, moi, dans ma tête, j'ai comme, tu sais, walk in the park, ça a été un des combats les plus difficiles. Écoute, elle prenait tous les coups que je donnais, elle continuait de foncer, elle était dans l'expression de la boxe, là, dans mes shorts, là. Ouais, je comprends. Écoute, du début, du premier round au 10e round. Jamais reculé. Jamais reculé. Elle a tout donné, elle a tout pris. Puis elle m'en a donné des pas pires. Puis là, j'ai fini le combat, j'ai fait « Oh! » Et là, c'est arrivé une autre fois avec une autre Uruguayaise. Puis là, je suis comme « OK ». Elle me fait la même chose. Le truc de l'affiche? Le truc, signe l'affiche, blablabla. Oh, non. Ouais. Et là, quand Suarez et mon dernier combat est arrivé, puis elle me disait hey, « On prend-tu une photo? » Et toi, tu vas pas me donner un gros combat. J'étais comme « Hey! » Mais sinon, c'est arrivé là, des adversaires comme il y avait Michaela Lauren, ma première défense de titre. Elle avait comme 43 victoires, comme 4 défaites. Moi, je viens tout juste d'être championne du monde. Là. Yvon veut même pas qu'on ait ce combat-là parce que la fille est vraiment dangereuse. Là. C'est vraiment une bonne boxeuse. Elle est réputée et mon entraîneur est persuadé qu'on peut la battre, mais surtout qu'on peut se faire un nom en la battant. Exactement. Donc, il se dit, non, la première défense de Marie-Ève, on met les choses au clair, on affronte son aspirante numéro 1, 43 victoires, 4 défaites. Et là, tout le monde a comme peur parce qu'elle est full intimidante. Là. Elle arrive, là, elle est comme super musclée, ses yeux méchants. Elle a vidé des bouteilles d'eau sur la tête de ses adversaires à la pesée. Elle a embrassé des filles à la pesée, tout ça. De gros shows. Et elle, on l'avait cassée à l'entraînement public. OK. Parce que pendant l'entraînement public, mon entraîneur me dit « OK, Marie-Ève, switch. » Fait que je me mets droitière. Fait que là, il est comme « Hein? » Puis là, regarde ça. Puis comme « Ben voyons, on va boxer droitière. » Moi, je suis droitière naturelle, mais je boxe gauchère. Je suis capable de faire les deux. Fait que là, il est comme « Ah, OK. » Et là, pendant la conférence de presse, en dessous de ça, il est comme « Ouais, ben là, elle arrive avec toutes ses ceintures. Moi, je suis une ancienne championne, blablabla. » Puis là, elle dit « Tu sais, j'ai plus de knock-out qu'elle a de combat. » Puis elle joue cette game-là. Puis là, moi, j'ai dit que j'avais beaucoup de respect pour elle. T'as joué ça. Mais c'était un former world champion. Now that I am the champion. Wow. Puis le matin du combat, quand on a signé les documents officiels, j'ai signé de la main droite, parce que moi, je suis droitière. Et là, son entraîneur était comme « Ah, t'écris de la droite? Ben, tu vas vraiment boxer de la droite. » Et incroyable. on dirait qu'elle a attendu ça tout le combat.
Ouais. C'est du bonbon, ce que tu viens de me raconter là. C'est donc bien incroyable. Ouais. Fait que tu sais, puis ça, c'est-tu quelque chose que tu discutes avec ton entraîneur Ouais. ou, OK, vous aviez déjà, fait que ça commence Tout tôt, est, là. comme pour le prochain combat, tout est planifié. Là. Avec, on a des rencontres d'équipe avec mon psychologue sportif et tout ça. Donc, il y a un gros setup de travail mental qui est fait par rapport à moi, mais aussi par rapport à l'adversaire. Là. OK. L'histoire là, de la fiche, là, tu me contais ça, puis là, j'étais comme, t'as-tu eu une explication à un moment donné, c'était quoi leur objectif? J'ai jamais eu d'explication à part que je pense que les conditions dans lesquelles ils vivent dans ces pays-là font que lorsqu'ils sont amenés à boxer ici, qui sont hébergés dans un Hilton, dans un château bonne entente, ils le vivent à fond, mais ils sont surtout très reconnaissants pour cette expérience-là, un peu le fait d'être bien traité, de sortir de leur pays, de faire valoir leur pays à l'international. Donc, je pense que c'est vraiment culturel dans le sens où c'est vraiment plus reconnaissant de l'occasion parce que on a regardé des galas, justement, là, de Suarez, mon dernier adversaire, puis les cordes du ring, c'était des cordes tressées, là. Oh des cordes à bateau, là. OK. Donc, c'est pas le même... c'est pas le même climat. Ouais, on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est Exactement. ça. Exactement. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment dans cette optique-là qui agissaient comme ça, mais c'est des combattants. Là. Eux, ils sont habitués de se battre pour leur vie, donc c'est ce qu'ils font dans le ring. Parce que là, c'est ça, t'es rendu à l'étape, tu as eu quand même, moi, je dois dire, tu t'es battu beaucoup au Québec, tu as eu cette opportunité-là. Là, tu vas t'expatrier, tu vas aller te battre aux États-Unis. C'est quoi la différence dans la préparation, dans ça? Tu sais, toi, ça va être une première expérience. Puis je sais que des fois, les Québécois, ils l'ont eu, les athlètes du Québec, ils l'ont eu tough pareil à l'idée d'aller se battre à l'extérieur. C'est sûr que vous en avez parlé entre vous autres. Oui, c'est sûr. C'est sûr que de mon côté, ce qui est bien, c'est tout le background, autant en karaté qu'en boxe amateur. J'ai boxé un petit peu partout. J'ai fait des compétitions en karaté. Je suis allée en Italie, en Espagne, en Allemagne, en France, en Irlande, un petit peu partout aux États-Unis. Donc, j'ai ce bagage-là d'avoir voyagé, de savoir comment on est dans un hôtel. On n'est pas toujours dans nos choses. On va découvrir des nouveaux lieux d'entraînement parce que la semaine où on est là-bas, il faut s'entraîner en quelque part et tout ça. Une foule hostile. Des gens qui sont différents de la maison. À la maison, moi, je marche vers le ring, puis c'est mon oncle qui crie, là, ça va être l'inverse. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a une préparation qui s'y rattache, mais je pense qu'il y a quelque chose de valorisant d'aller chez quelqu'un puis de revenir avec ses ceintures ici. C'est sûr que c'est cool. Il y a quelque chose de cool là-dedans. C'est cool. Il y a quelque chose de cool. Il y a quelque chose de vraiment hot de le faire ici puis de lever la ceinture ici, mais il y a quelque chose de vraiment hot d'aller chez eux puis de revenir encore comme plus glorifié qu'avant. Ouais, je comprends. Là. Let's do the job. Là, on embarque dans l'avion. Exactement. OK. J'adore ça, entendre ça. Je veux explorer aussi la différence pour que les gens comprennent bien. On entend souvent l'expression « il est en camp d'entraînement »,« est en camp d'entraînement ». C'est quoi la distinction entre un entraînement normal puis une période de camp d'entraînement, mettons? Je dirais que la grosse distinction, c'est au niveau du volume. Donc, un entraînement normal, de façon générale, on est... Surtout pour moi, je suis pas mal tout le temps dans le tapis, là. Le volume d'entraînement, c'est que lorsqu'on est en camp d'entraînement, on est à 2 entraînements par jour. On ajoute aussi des sparring qui sont des simulations de combat. Donc, c'est pratiquement des combats. Ça, on en ajoute 2 à 3 par semaine. On ajoute aussi beaucoup plus de traitements parce que comme il y a un plus gros volume, on a des traitements avec des thérapeutes, des ostéos, des choses comme ça. Un suivi plus étroit au niveau de la nutrition, suivi plus étroit au niveau de la psychologie sportive. Au niveau des entrevues aussi, on est beaucoup plus sollicité parce qu'on est en préparation avec le combat. Donc, l'horaire est... Vraiment intense. Très intense. Donc, lorsqu'on est en camp d'entraînement, le peu de temps qu'on a, il faut vraiment le maximiser sur le repos. Et c'est ça un petit peu la différence de lorsqu'on n'est pas en camp d'entraînement. Lorsque je suis pas en camp d'entraînement, je peux me permettre de me booker une journée d'entrevue ou de dire, OK, je vais me coucher un petit peu plus tard parce que demain, j'ai un entraînement. Mais lorsque je suis en camp d'entraînement, il faut vraiment que je sois à 100%. Surtout lorsqu'on arrive à mettre les sparring, on reçoit des coups. Hein? Fait que... Une journée, t'es pas réveillé, t'arrives à une partie de hockey, t'es pas super réveillé, tu manques la passe, tu t'assois sur le banc, tu fais « Ouais, je l'ai manqué, c'est pas ma game ». Mais en boxe, quand c'est pas ta game, quand c'est pas ton soir, là, ça fait mal, tu payes cher. Donc, au niveau sécuritaire aussi, ça, c'est comme super important d'être 100% éveillé, d'être là physiquement, mentalement. Donc, c'est là la grosse différence du camp d'entraînement. Je comprends. Là, j'ai vu récemment que tu t'étais expatrié, tu étais allé à Philadelphie faire un camp d'entraînement. J'aimerais ça que tu m'expliques, tu sais, qu'est-ce que ça apportait de plus l'idée, pourquoi on prendrait la décision d'aller ailleurs. Là, je sais qu'il y avait quelqu'un que tu voulais voir là-bas, mais j'aimerais ça comprendre. Il y avait la partie partenaire d'entraînement, donc on est allé mettre les gants avec une fille de Philadelphie qui nous offrait beaucoup dans notre préparation pour le combat qu'on s'en allait avoir. Au niveau de mon entraîneur, ce qu'il voulait faire aussi, c'était de me dépayser. Parce que depuis que je suis championne du monde,
quand j'arrive ici dans les gyms, ben, on me déroule un peu le tapis rouge. Je comprends. C'est correct parce que, en quelque sorte, j'ai mérité cette reconnaissance-là, mais ça reste que, à la base, mon sport est tough. Tu sais, la boxe, c'est pas... on fait pas dans la dentelle. Donc, c'est quand même un sport qui est tough. Il faut que ça reste, ça. Il faut que ça reste et il faut pas se cacher aussi. Depuis que je suis championne, on a parlé de mon équipe, mais on a aussi des moyens. J'ai une chambre hyperbare à la maison. Ouais, je suis suivie en thérapie. J'ai le meilleur podiatre qui ajuste mes orteils selon mon pivot. Wow. Je suis vraiment... T'es gâtée. Je suis vraiment gâtée. Okay. Et je suis arrivée là-bas. Il a loué un appartement, un Airbnb, au-dessus d'un thrift shop. Sur une rue commerciale, dans un quartier assez multi-ethnique, je dirais. Et il y avait des souris dans l'appartement. Ça, je l'ai su la dernière journée, j'aurais pas dormi là. Mais bref, je suis rentrée là, puis j'ai fait comme... Oh. Puis Okay. étais-tu avec toi? Oui, mon coach était avec moi. Okay. Mon coach était avec moi et on est tous ensemble lorsqu'on voyage. Je suis rentrée dans le gym, le gars, il dépose son sac, il y a un couteau. Je suis comme, OK, OK, man. Puis là, pendant le premier sparring, le ring était vraiment, écoute, c'était broche à foin, le tapis glissait. J'étais même capable de bouger puis de me placer les pieds comme il faut. Puis là, il y avait comme un attroupement autour du ring. Puis là, les gens, ils criaient après, « Voyons, t'es pas une vraie championne, qu'est-ce que tu fais? » Ça... Puis là, je suis comme, « Voyons, je passe de chez moi, qui est comme super confortable avec ma chambre hyper barre. J'arrive dans les gyms, on me déroule le tapis rouge. Là, j'habite au-dessus d'un thrift shop avec des souris, puis on me crie après quand je boxe. Avec un couteau sur le lit. Ouais. Fait que j'étais comme, ben voyons. Donc, ça m'a pris, comme la première journée, là, ça a été un choc. Puis on était là pendant une semaine, on a remis les gants plusieurs fois. Et à la fin de la semaine, les gens criaient pour moi dans le gym. Puis j'avais vraiment comme mérité, je suis allée mériter le respect de ces gens-là. Et ça m'a vraiment rappelé à quel point, comme je disais, mon sport est tough, mais d'où je viens, dans un sens. Parce que ce chemin-là, je l'ai tout déjà fait, en quelque sorte. Là, j'ai eu des moments difficiles, des sparrings difficiles, des épreuves où j'ai dû bûcher pour faire ma place. Mais des fois, on a tendance à l'oublier. Je comprends. À s'embourgeoiser un petit peu, en quelque sorte, puis d'aller chercher ça, ça a fait du bien. C'est incroyable. Moi, je suis content que vous ayez... Tu me racontes ça parce que, tu sais, on voit ça dans les films des fois, puis là, on se dit, ils font-tu vraiment? Ça existe. Je pense pas que tout le monde le fait, mais moi, je l'ai fait et... Ça a été payant. J'ai vu un documentaire de Anthony Joshua aussi, le poids lourd. Lui aussi le fait. OK. Ouais, lui aussi le fait et clairement, dans mon cas, ça a été vraiment payant. On n'est pas obligé de le refaire là. Mais je m'en rappelle. Ça a été payant. Ouais, ça a été payant. Tu sais, tu parlais de ça, on parlait de... Tu as nommé Anthony Joshua, d'autres boxeurs. Est-ce que tu considères que tu as cette reconnaissance-là du milieu de la boxe entre vous ou c'est encore quelque chose qui doit te gosser un peu? Non, ben étonnamment, je trouve que j'ai beaucoup de reconnaissance. Puis moi, j'ai tendance à banaliser ce que je fais. Pour moi, c'est normal. Ce que je fais, c'est rien. Souvent, au contraire, j'ai cette reconnaissance-là. Et moi, je suis comme, ben voyons. Tu sais, pourquoi on me donne cette reconnaissance-là? Je le comprends pas. OK. Donc, pour moi, j'ai pas accompli assez encore pour avoir cette reconnaissance-là. Mais souvent, elle m'est donnée de plus en plus. Je vais apparaître là, dans des palmarès des meilleurs boxeurs et tout ça. Et alors qu'autrefois, de voir une femme dans ces palmarès-là, c'était impensable. Exact. C'était impensable. Puis de plus en plus, je me retrouve dans ces palmarès-là. Et moi-même, des fois, je suis comme, ben voyons, ils m'ont pas mis à côté de tel boxeur. Pour moi, c'est comme, ça fait aucun sens, là. Ah, ouais, parce que moi, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, on voit ça, des fois, on loue un gala, puis là, à un moment donné, tu sais, les deux personnes qui se battent, tu sais, ils mettent l'image de, tu sais, du peut-être prochain adversaire, puis là, la foule s'énerve, là, puis là, tu sais, il y a la pause. Tu sais, t'as-tu eu l'occasion de vivre ça? T'es-tu rendu que, tu sais, c'est là où je veux en venir? Ben, je pense que mon prochain combat contre Shields va amener ça énormément. Je pense que ça aurait été fait, mais pandémie en oblige. On n'a pas fait encore de face-à-face. On n'a pas fait... Oui, je comprends. Mais définitivement, je pense que ça a été un combat... On est rendu là. Oui, ben c'est ça. Ça a été un combat dans lequel les choses auraient été faites dans cette optique-là, dans cette direction-là. Puis est-ce que toi, tu as l'occasion, tu sais, entre boxeurs pro, les gros noms, est-ce que vous échangez entre vous ou il y a une chasse gardée à ce niveau-là? C'est ça qui est drôle, c'est que des fois, il y a pu, surtout ici au Québec, avoir des frictions entre les deux promoteurs majeurs, Yvon Michel et Camille Stéphane de Eye of the Tiger. Mais nous, les boxeurs, là, on est tous une même équipe. C'est ça que je me doutais. On s'entraîne tous dans les mêmes gymnases, on se côtoie, puis surtout, on fait le même métier, on comprend la réalité à laquelle on vit.
C'est sûr que j'ai beaucoup de mon côté, j'ai beaucoup de proximité avec Eléder Alvarez et Oscar Rivas, qui sont mes partenaires d'entraînement en préparation physique. Ah ouais. Ouais, donc moi, c'est la blonde et les deux Colombiens. Quel beau trio. Not. Mais bref, donc je suis très proche d'eux. Sinon, il y a David Lemieux que je côtoie de façon régulière, justement parce que Marc Ramsey, son entraîneur, moi, je travaille avec Samuel Descaries dans le même gym et tout ça. Donc, on se côtoie de façon générale. On a une très belle camaraderie. Là. Cool. Ouais, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, y en a-tu là-dedans qui t'ont déjà donné des conseils, qui te suivent? Tu sais, c'est-tu des gars que... J'ai déjà vu Arthur Beterbiev frapper de toutes ses forces Samuel, notre entraîneur, pour me montrer comment transférer mon poids. Donc, oui, c'était vraiment cool, ça. Puis là, Sam est comme... Puis là, here, strong. Pouf! Here... Not strong. Ah! T'es sérieux? Oui, c'est très drôle, ça. C'est cool, je suis content d'entendre ça. Tu sais, parce qu'il y a comme un jeu que nous, quand le théâtre il part, on voit les gros égos, on voit comme le côté que. Tu sais, puis là, on sait jamais qu'est-ce qui est vrai. Il y a un côté lutte, promotion qui embarque. Mais moi, j'étais content de savoir quand vous autres, vous étiez quand même sports. Que, t'sais... On est tu sais, il y a toujours quelque chose qui rapproche. Dans la souffrance. Ouais, je comprends. On passe au travers des mêmes souffrances, on passe au travers des mêmes épreuves, puis souvent lors des entraînements, on est jumelés. Pas facile. Puis on s'en rend compte dans les moments difficiles, la solidarité augmente. Et c'est clairement ce qui se passe avec les boxeurs. Là. On a à la blague formé un syndicat aussi contre nos entraîneurs. En fait, je dis à la blague parce que pour le moment, c'est pas vraiment efficace, mais j'espère un jour faire valoir nos droits parce que clairement, on nous exploite puis on nous fait nous entraîner dans des conditions beaucoup... fait qu'il y a de l'humour, c'est léger pareil. C'est tout le temps en train. Okay, surtout dans mon cas. Là. C'est vraiment... Ça peut pas être sérieux avec moi. Fantastique. Moi, je veux savoir, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. Tu as fait le main event. Ouais. Ça t'est arrivé. Puis moi, ça m'a toujours un peu dérangé de la boxe de dire que, tu sais, des fois, je veux voir des galas, ça finit extrêmement tard, mais j'arrive pas à comprendre comment toi, tu sais, la veille du combat, le 24 heures, j'aimerais ça que tu me le décrives comme il faut. Parce que moi, j'ai l'impression que t'es comme 5 heures de temps dans un locker, à te faire taper les mains, à faire du shadow boxing, à essayer de rester prêt. Comment vous procédez dans ce sens-là? C'est sûr que de mon côté, c'est un peu difficile parce que je suis une couche-tôt, lève-tôt. Donc, quand je monte dans le ring à 11h, 11h30 le soir, pour moi, ça fait longtemps que je suis couchée habituellement. C'est sûr que l'adrénaline fait que je suis pas fatiguée. Je comprends. Je dirais que le 24 heures est particulier, surtout avec la pesée, parce que la pesée, on perd énormément d'énergie. Donc, le 24 heures avant le combat, le but, c'est vraiment de recharger les batteries, de refaire nos réserves d'énergie, puis de maximiser vraiment pour le combat. De mon côté, habituellement, après la pesée, j'ai quelques entrevues à faire. De façon générale, on s'assure que ce soit bref pour que je puisse aller me reposer. Ensuite de ça, j'ai la première collation, je fais ma sieste. Le soir, habituellement, je vais avoir un dernier meeting avec mon entraîneur. On va faire un dernier visionnement. Souvent, il essaie de me faire peur. Souvent, je dirais qu'il essaie de me faire peur, de me montrer les meilleures vidéos de mon adversaire, puis de me faire « Regarde, t'étais pas prête à ça. » Puis c'est correct parce qu'on arrive proche du combat, puis plus on arrive proche du combat, plus je suis en confiance. Et moi, j'ai tendance à m'asseoir un peu dessus. Je suis comme hey, on top of this, là. Donc, il me fout la frousse un peu, puis je suis comme là, je me réveille un petit peu plus. Habituellement, j'ai ma meilleure nuit de sommeil, là, c'est cette nuit-là. Je dors comme un bébé. Sérieux? Ouais. Habituellement, j'ai de la difficulté à dormir avant la pesée. La nuit de la pesée, là, moi, c'est très difficile avec la déshydratation et tout ça. Mais la nuit du combat, la veille du combat, moi, je dors comme un bébé. Je me lève le matin. Petit déjeuner, je fais une activation. Environ? 5 heures. Le matin? 5h30. OK, c'est une très longue journée. Oui, c'est une longue journée. 5h30, je suis debout. Je prends un petit déjeuner. J'ai une pesée du matin parce que quand je défends ma ceinture, je peux pas être plus que 10 livres de la veille. Donc, j'ai une pesée du matin. Ensuite de ça, on va faire une activation avec mon préparateur physique. Donc, on dégourdit les jambes un peu. On chasse les fourmis, je chasse les papillons. On enlève un petit peu la bouche sèche. Okay. Et je retourne à l'hôtel, un petit dîner, une sieste. Ensuite de ça, on tresse mes cheveux. Et je pars pour le gala. Habituellement, quand je pars pour le gala, c'est peut-être 4 heures d'avance. Là. OK. Puis là, tu t'installes. Quand j'arrive au gala, un petit peu de visualisation. Là, je regarde un petit peu comment ça va se passer. Je relis mes notes qu'on a fait en préparation mentale avant le combat. Ensuite de ça, on va taper mes mains. Je vais m'étirer. Et là, on va commencer à activer les réflexes, commencer le shadow, la préparation. Puis là, on monte vers le ring. Ah ouais, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez une petite cérémonie avant de monter sur le ring ou un petit truc que t'aimes faire? Non, à part que
je suis un clown avec une équipe de clowns, donc bien souvent, avant de monter dans le ring, on est crampé en arrière du rideau. OK, vous aimez ça détendre de cette façon. Nous autres, on rit, on est crampé, c'est blague par-dessus blague, c'est pas de danse par-dessus pas de danse, parce que j'ai toujours mon speaker avec de la musique dans le tapis. Donc, oui, c'est très décontracté comme ambiance. C'est pas le cas pour tout le monde. OK, tu le sens, là, tu sais. Puis toi, t'as-tu ta toune d'entrée? Ben oui. C'est ça, mais ça, je veux valider pourquoi t'as choisi... Écoute, c'est tellement... Est-ce que tu sais c'est quoi ma chanson Non, d'entrée? vas-y. C'est Marvin Gaye and Get It On de Charlie Puth. OK. C'est relax, là. C'est vraiment cool. Ça, c'est vrai que c'est cool. Let's Marvin Gaye and Get It On. Ouais, c'est ça, c'est détendu ouais. à... Ouais, mais ça, c'est une chanson que j'ai choisie parce que j'ai tellement de souvenirs associés à cette chanson-là, des moments incroyables. Puis à toutes les fois que j'entendais cette chanson-là, ben ça me faisait bien me sentir. Ça me faisait sentir dans mon élément, relax. Puis c'est un petit peu ce que je voulais quand j'allais vers le ring. Et j'ai juste conservé cette chanson-là parce qu'il y a tellement de souvenirs associés. Et maintenant, à 17 combats, je suis montée 16 fois avec. Avec? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le DJ s'est trompé de chanson. Il avait mis quoi? À mon combat de championnat du monde. Tu me niaises? Non, je boudais, je voulais pas monter dans le ring. T'es-tu sérieuse? Non, je te jure. C'est quoi qu'il a mis? Il a mis Let's Get It On de Marvin Gaye. OK, là, c'est ça. Ah ouais, non, mais c'est ça. Puis là, c'est... Ah, mais tu vois, c'est pour ça que j'allais dire que je pense que ça, je l'ai vu passer en enfant dans mais ça, c'était pas la bonne tune. Non, ben c'est ça. Okay. Puis là, je boudais, puis je voulais pas monter sur le ring. Puis là, mon entraîneur, il a fait comme... Hey, là, Marie-Ève, là, c'est pas de chanson qui va te faire gagner un combat. Avance! Il te le disait direct. Ah oui. Puis là, moi, j'ai comme fait, OK, Marie-Ève, c'est ton réveil matin, parce que je me réveille avec cette tune-là. C'était comme drôle, là, mais je me réveille avec cette tune-là. Ouais, okay. Moi, c'est de même que je me réveille le matin. Mais c'est hot. Puis là, j'ai fait comme, tu connais cette chanson-là, là, tu vas prendre une respiration, puis après ça, tu y vas. Là, je suis Let's comme, go. Tu le vois sur les images, je fais... Puis là, je pars. Tu tasses ouais. ça. Puis là, j'ai comme tassé ça. Ouais. Ah, toi, t'as comme... Là, je calculais, tu sais, je te voyais avant le combat, tu souris beaucoup. Ouais. Tu sais, il y en a qui ont tendance à faire leur face. Ouais, tu sais, comme... Tu disais... Je trouvais que d'impeser, je le vois souvent, où il y en a qui vont mettre des lunettes fumées, là, tu sais, je sais pas trop l'objectif. Mais toi, tu joues sur le sourire, là. Tu l'as ton sourire mais de je joue, ça. mais je joue pas tant avec. C'est comme... C'est ma personnalité. Moi, j'ai tout le temps un sourire. Je me réveille le matin, puis je suis comme... Ouais, c'est ça. J'ai tout le temps un sourire. Là. Quand je boude pour vrai, là, mais je veux dire, de façon générale, quand je suis contente, je souris. Puis quand je vais boxer, il y a tellement de travail derrière ça. C'est le moment de récolter. Tu le vois comme ça. Ouais, moi, je le vois comme ça. C'est ma récompense quand je vais boxer. Aïe, moi, ça me fait capoter. Moi, je trouvais que c'était comme si ça avait l'air trop facile. Tu sais, j'étais genre, ça a tellement l'air facile. Tu sais, j'étais impressionné de ça. Je comprends que tu as travaillé fort, mais tu dégages une énergie de légèreté. Puis on dirait que c'est ça, moi, qui me casserait. Tu sais, je me mettais dans la peau quand je vous voyais vous regarder. Je disais, l'adversaire, il doit pas être bien. Tu sais, en plus, la déshydratation, t'en as parlé. c'est pas cool. Ouais, non, ça, c'est pas le fun. Toi, quand tu te bats, justement, la notion de peser, de poids, comment t'as fait pour dire, moi, je suis telle catégorie? Parce que là, tu sais... chez les amateurs, je boxais chez 140 livres. Ouais. À un moment donné, on vieillit aussi. Là. Donc, quand j'ai fait le saut chez les professionnels, on a boxé 145. Donc, 145, 147, c'était pas mal ma catégorie. Okay. Et chez les 147 livres, celle qui est championne du monde, elle est unifiée, elle a déjà les 4 ceintures. Elle a comme 33 victoires, aucune défaite. Ouais. Donc, Yvon, ce qu'il nous a dit, c'est si on reste dans cette catégorie-là, la chance qu'on ait affronté cette boxeuse-là, ça va être un petit peu difficile. Et une fois rendu là, on part vraiment en dessous là, par rapport en étant underdog dans un sens. Là, je comprends. Où t'arrives, t'as comme une dizaine de combats, puis la fille, c'est le pound for pound, c'est tout ça. Donc, on a eu une ouverture à 154 livres où les ceintures étaient un petit peu éparpillées et on était capable de monter dans les classements assez rapidement et d'aller mettre la main sur la ceinture. Mm-hmm. Ça faisait pas mon affaire au début. Puis là, je dis, à une condition. Elle me dit quoi? Juste qu'on redescende, affronter Cecilia Brækhus quand je vais avoir toutes les ceintures à 54. Comme, OK. Donc, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que. réglé ça. Ouais, on avait réglé ça. Donc, c'est pour ça que j'ai monté de catégorie de poids. Et là, finalement, mon rêve d'avoir les 4 ceintures ensemble et va se réaliser avec Shields. Ouais, exactement. Exactement. Parce que Cecilia, tu sais, je considère qu'elle avance en âge aussi. Ouais. Tu sais, je capotais quand j'ai vu sa fiche, effectivement. Puis là, je le voyais, tu l'avais déjà nommé en entrevue que c'était ton objectif. Puis comme tu as dit, tu sais, ça, c'est méconnu, mais l'expression, genre en boxe, tu sais, le meilleur au monde, livre pour livre. Ouais. Pour toi, ça serait ça le défi ultime. Ça serait... En fait, non. Je pense sincèrement que Shields a une
bien meilleure boxeuse que OK. Cecilia Brækhus et de plus en plus Shields a la notoriété, va chercher la notoriété de Brækhus. Exact. Donc elle a gagné le Pound for Pound de Ring Magazine, c'est elle qui l'a gagné. Qui est Donc nommée. elle a un petit peu détrôné Cecilia Brækhus. OK. Donc le fait que Shields descende dans ma catégorie de poids à moi, ben là, Ça montre qu'elle veut, elle aussi. C'est ça OK. montre qu'elle veut elle aussi, exactement. OK, j'aime ça, entendre ça, parce que, tu sais, moi, justement, j'essaie de faire l'échiquier mondial, tu sais, de comprendre un peu, puis là, je voyais que, OK, tu sais, des fois, c'est là, t'affrontes Shields, t'avais parlé de Brækhus, Ouais. fait que, tu sais, je me demandais comment tu voyais ça, là. Ben c'est sûr que dans la mesure où, après ma victoire contre Shields, un combat contre Brækhus, Ça ben serait nice. c'est sûr que c'est nice. C'est particulier un petit peu chez les femmes parce que comme le bassin est plus petit, on varie beaucoup de nos catégories de poids. Moi, je peux facilement boxer entre 145 et 160. Oh, mais c'est tandis quand que- même une méga différence. Ouais, c'est une grosse différence. Tandis que chez les hommes, absolument un boxeur commence sa carrière et essaie le plus longtemps possible de rester dans cette catégorie-là parce qu'il y a tellement il y a tellement de boxeurs que quand on change de catégorie de poids, ben, ils perdent leur classement. OK. Donc, ils sont obligés de tout recommencer. Tandis que c'est les femmes, la plupart des femmes sont classées dans plusieurs catégories. OK, il y a un lousse avec ça, vos Il y a un petit peu fiches, plus. Ouais, c'est ça. on vous l'offre. C'est très fréquent chez les femmes de justement de changer de catégorie de poids pour aller chercher justement des combats d'envergure qui ne seraient pas nécessairement en mesure d'avoir dans la catégorie dans laquelle ils ont commencé leur carrière. Là. Ah, OK, c'est intéressant. J'avais Ouais. pas vu ça. J'avais jamais fait le lien. Tu sais, des fois, c'est vrai qu'il y avait des boxeurs que je voyais l'affiche puis je comprenais pas. Je dis, il me Ouais. semble qu'il y a pas mal de combats puis je voyais pas la distinction, mais... C'est ça. Chez les hommes, c'est majoritairement ils vont régresser un petit peu dans les classements lorsqu'ils changent de La catégorie. catégorie. Chez les femmes, de façon générale, on est capable de maintenir Entre ou vous autres. très près d'aller chercher un classement qui est similaire. Là, Mhm. parce que le bassin est plus petit. Je comprends. Vous autres, tu sais, ta relation avec ton promoteur, ça a l'air quand même être un énorme morceau dans le monde de la Ouais. boxe. Ça joue pour gros. Il y a des combats qui n'ont jamais eu lieu à cause de cette réalité-là. Tu sais, pendant longtemps, tout Ouais. ce qui était HBO, Showtime. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu es beaucoup impliqué ou tu laisses ça à quelqu'un d'autre? Moi, je laisse ça à quelqu'un d'autre. là. Tu touches pas à ça, Non, ok. c'est ça. J'ai vraiment compris. Avant, j'étais vraiment une fille qui devait contrôler tout. Surtout lorsque j'avais mon école de karaté et tout ça. Donc, j'avais vraiment une mainmise sur tout. Par contre, j'ai vite compris qu'en tant qu'athlète, si j'avais une mainmise surtout, puis je m'impliquais dans toutes les négociations et tout ça, c'était énormément d'énergie dépensée pour rien. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de pourparlers, mais il y a peu de projets qui sont Je concrétisés. comprends. Donc, je laisse ça. C'est Julien qui s'occupe de ça, donc avec Yvon. Donc, dès qu'Yvon a quelque chose à rapporter, la décision est prise par Vous le Julien. vivez de cette façon. Ouais, on le vit de cette façon-là et eux, ils filtrent en quelque sorte l'information qui vont me partager. OK. Et à ce moment-là, moi, je prends les décisions en fonction de... T'as un mot à dire à un moment donné. Oui, j'ai un mot. J'ai toujours un mot à dire, sauf que je dirais que toute la job sale, en quelque Ouais, sorte, ouais, là, les négos, là, les puis t'es négos, pas- tout ça, moi, je tu participes pas à ça. suis jamais là-dedans. OK. Jamais. Je sais que c'est bizarre, mais tu sais, quand tu passes champion, tu sais, la Ouais. ceinture qu'ils te remettent là, Ouais. tu sais, tu veux comme plus la laisser aller. Comment t'as vécu ça? T'as sûrement eu des anecdotes de... Tu sais, ils te shippent ça d'une valise. Comment tu reçois ça? Ben, c'est super drôle parce que la ceinture, quand je l'ai gagnée, ben c'était la ceinture de mon adversaire, donc de Chris Ah, c'est Lemus. spécial, ouais, Donc, je comprends. J'ai pris la photo, puis ils ont pris la ceinture, puis ils lui ont redonné, parce qu'elle est retournée en Uruguay avec. OK. Par la suite, ils l'ont fait parvenir à Yvon par la poste, et Yvon a fait un dévoilement en conférence de presse, puis c'était proche de Noël, fait que j'avais mis mon chandail de Noël. Puis pendant longtemps, toutes les fois qu'on me demandait une photo de moi avec ma ceinture, j'avais un sapin de Noël, mais on était comme rendu l'été, là, j'avais un chandail en sapin de Noël. Encore? Mais ouais, c'est comme ça qu'on l'a fait, le OK. dévoilement. Ouais. Mais t'as pas ça chez toi, là? Ouais, dans- maintenant, elle est chez moi. Cool. Quand ils me l'ont donnée, elle est chez moi. Là. OK. Ouais. Fait que là, tu me dis que la ceinture est à quelque part secret chez vous, là, je devrais pas Ouais, dire ça. c'est zéro secret, là, elle est en dessous des marches. C'est ça. Moi, je suis dessous zéro, des moi, je suis zéro matérialiste. Il n'y a pas OK. un trophée, il n'y a pas une photo, il n'y a rien qui est accroché de moi chez moi. là. Sérieux? Ouais, moi, c'est... OK. Puis souvent, on a comme un running gag parce que j'oubliais tout le temps ma ceinture. Fait que pendant longtemps, c'est mon entraîneur qui l'avait Il chez lui. s'occupait de ça. Ouais, exact. C'était le préposé à la ceinture parce que moi, j'arrivais, puis là, il venait me chercher parce qu'on voyageait, mettons, oui, je comprends. ensemble. Puis là, il est comme, t'as-tu ta ceinture? Ah! Puis là, je rentrais. Fait que là, on a réglé ça. Mais là, je l'ai à la maison parce que souvent, j'étais amenée avec les conférences que je faisais et aussi dans les entrevues de l'amener, puis il était pas toujours là. Donc, je l'ai à la maison, mais il faut que j'y repense. Genre, Il faut je que tu te double le check, fasses là. dire. Ah ouais. C'est immanquable. Très drôle. Ah Ouais. ouais, parce que moi, tu sais, j'ai l'image, ça doit tellement être impressionnant, tu reçois ça. Il y a comme un Ouais, côté ben, la c'est- première fois, là, Ben, dis-moi. moi, je trouvais ça cool de devenir championne du monde. L'objet en soi, c'est comme, ouais, c'est cool, mais je veux dire, au-delà de ça, moi, c'est le fait que Tu j'étais sais. championne. Ça, je Ça sais, te c'est correct. convient. Ça me convient, exactement.
Vraiment humble, Ouais, là, c'est qui est... Non, mais tu sais, je trouvais ça beau. Je trouve que c'est un article, tu sais, Oui, quand c'est on cool. pense à ça. Puis là, Ouais. j'étais genre, tu sais, dans les films, là, tu vois ça, tu sais, Ouais. tu sais, on dit l'expression « mettre la main sur la ceinture », tu sais. Puis je t'avais vu tellement émotive quand tu l'avais eu. Fait que là, je disais, elle doit genre, je sais pas, elle doit prendre une coupe de vin puis la ceinture est proche. Zéro. Je sais pas. Zéro, 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 puis de zéro. mort. Ouais, zéro. OK. Ma mère me chicane même des fois. T'as une belle relation avec ta mère. Ouais, vraiment. Ça, faut qu'on en parle parce que pour vrai, t'as fait des photos, tout, tu sais, Ouais. puis... Tu sais, le rapport aux proches, au combat, comment tu vis ça? Tu veux-tu qu'ils soient là? Tu veux-tu qu'ils vivent tout ça avec toi? Non, moi, je suis très sociable, mais je suis très dans ma bulle. OK. Donc, quand je suis proche d'un combat, même mon copain, je le vois pratiquement pas. La semaine avant un combat, l'horaire est tellement rodé. Souvent, je suis à l'extérieur parce qu'on est en promo, des choses comme ça. Et ma mère est tellement nerveuse, donc j'aime pas nécessairement l'avoir proche de moi parce que je sens sa nervosité. Tu le files? Ouais, je le à ce file. point-là, OK. Ouais, moi, je suis vraiment en pleine possession de mes moyens. Je suis en confiance. Puis elle, je sens que... puis c'est drôle parce qu'elle essaie de le cacher, mais bien sûr, c'est ma mère. Donc, je le sais. Ben oui. Je le sais tout de suite. Mais habituellement, de la façon dont elle fonctionne, je la vois pas. La dernière journée, le dernier dimanche avant, je vais prendre un café chez elle. Puis là, elle me dit, ben, je te dis rien, là. Merde. Puis c'est comme ça. C'est Là, votre petite cérémonie. c'est notre petite cérémonie. Puis sinon, je la vois quand je marche vers le ring. Habituellement, le dernier coin, elle est là. Puis là, elle me touche le gant. Puis là, elle s'en va se cacher dans les toilettes. Puis moi, je m'en vais boxer. OK. Puis vous le vivez de même. Ouais. Puis après, elle réécoute-tu ou même Non, pas jamais. à la télé? Jamais. Puis Elle je suis sait comme, pas. maman, j'ai gagné. Je me suis pas fait faire mal. Ouais, non, mais non. OK. Elle est pas capable de l'écouter. Parce que c'est sûr, la boxe que je trouve cruelle, c'est le côté que des fois, vous finissez le combat, vous êtes un peu amoché. Ouais. Puis là, on tombe dans le bout que les gens veulent te voir. C'est ça. Ils veulent avoir ton truc. Tu sais, comment Ouais. tu te sens. Tu sais, c'est tough, là. Je trouve que des fois, ce bout-là, tu sais, pour quand tu reviens dans la chambre, là, elle te voit, elle est à la salle de bain, elle réagit comment? Ah, elle me prend dans ses bras puis elle est vraiment contente. Des fois, elle pleure, là. Mais L'émotion. ouais, c'est ça. Elle est très, très, très émotive. Mais tu sais, ma mère, si j'avais choisi un autre sport, je pense qu'elle aurait été heureuse. Mais mais en même temps, elle m'appuie à 100% dans ma décision parce qu'elle sait que c'est ce qui me rend heureuse Ça puis te c'est ce qui drive. me permet de m'épanouir. Elle voit, comme tu dis, la drive que ça m'apporte. Donc, elle n'a pas d'autre choix que d'être derrière moi puis de m'appuyer. Puis on partage en quelque sorte cette passion-là. OK. Mais je la comprends un petit peu parce que lorsque j'avais une école de karaté, j'avais aussi des élèves en boxe et quand mes élèves étaient dans le ring, j'étais plus nerveuse en tant qu'entraîneur Tu le que... vivais. Oui, parce que tu n'as aucun contrôle sur ce qui se passe. Moi, je sais que dans le ring, je suis en contrôle, je sais que je vais pas me faire mal, je sais que je vais me relever, peu importe ce qui va arriver. Tandis que l'autre personne, c'est une personne que t'aimes, que t'affectionnes. Tu sais pas, tu peux pas réagir à sa place. Donc, ce sentiment d'impuissance-là, c'est sûr que ça doit être difficile. OK. Ah, c'est vraiment intéressant Ouais. parce que, tu sais, ça, c'est quelque chose, tu sais, l'annoncer à la famille. J'ai vu que tu étais proche de tes cousines aussi. Énormément. Mes Fait cousines, que, mes tu sais, cousins, là, on est comme ça. Là. C'est hot. Ça. Eux Ouais. autres, ils expliquaient que, tu sais, le côté compétition, ils ressortaient. Ils disaient qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux qui avaient la possibilité de faire avec toi sans que tu casses tout, là, ou que C'est tu vas immanquable. absolument C'est gagner. immanquable. Là, je gagne toujours. Là. Ma cousine, elle m'a battu une fois aux marmottes à la ronde. Là. J'attends encore ma revanche parce que mon marteau était défectueux. Là. Clairement, là. Mon marteau était vraiment défectueux. Là. J'exige un recomptage. Un là. rematch. Ah, c'est sûr. C'est sûr, on en reparle encore. Ça fait 6 ans de ça. Ah ouais, OK. Ouais, c'est ça. On est comme ça. Fait que t'es une fille de famille. Oui, définitivement. Est-ce qu'en tant qu'athlète, c'est quelque chose qui te passe par la tête de fonder une famille? Comment tu vis ça, ce bout-là? Moi, je fais vraiment confiance en la vie. En ce moment, j'ai la chance d'avoir un copain avec des enfants magnifiques. Je joue mon rôle de T'es belle belle-mère. maman. T'es à fond. super belle maman, Oh, toi. moi, je suis super belle maman. Je suis un adulte responsable. Là, il doit être nerveux là, quand il te laisse. Là, tu sais, je Ah ouais. vous laisse avec Marie-Ève. Clairement. Occupez-vous-en. On est un trio uni contre mon copain, là, clairement. Et moi, ça me comble, ça fait mon bonheur. Comme je dis, je fais confiance à la vie, mais pour le moment, ça, pour Ça moi, fait pas ce partie des rôle-là, plans. là, ça me fait... OK. Ouais, ce rôle-là, j'adore Tu ça. sais, on voit des super athlètes fonder une Ouais. famille, mais toi, t'es correct comme Je ça. fais confiance à la vie. OK. Puis, tu sais, dans ton entourage, tu sais, moi, je trouve que ton coach, Ouais. je considère que c'est un coach qu'il a pas eu son... Je trouve que, tu sais, Marc Ramsey, Stéphane Ouais. Larouche, on en parle énormément. C'est-tu des choses, des fois, qui te viennent en tête que ton coach, c'est comme un de tes bons secrets, puis il devrait être plus reconnu? Non, parce qu'il est très reconnu dans le domaine de la boxe. Je pense Ouais. que, de façon générale, du grand public, il n'est pas connu. Exact. Mais il a été longtemps le bras droit de Marc Ramsey. Il a Exact. travaillé avec Jean-Pascal, avec Antonin. Donc, je sais, moi, je connais son expérience. Je sais où il se situe.
les gens de la boxe le savent aussi parce que son nom revient Dans tout ce le temps. milieu-là. Et il n'y a peut-être pas la reconnaissance de Marc ou de Stéphane parce que la seule boxeuse avec laquelle il travaille, c'est moi. Parce qu'il avait pris sa retraite de la boxe. Incroyable. Ouais, OK, il exactement. entraîne personne Il d'autre. entraînait personne. Non, il entraîne personne d'autre. Puis quand tu l'avais approché, il était-tu encore actif? Il recommençait, il donnait un petit coup de main dans les gyms, mais il n'y avait pas de boxeur attitré et il voulait pas. Puis pourquoi toi, t'avais choisi lui? Ça, c'est Ben, moi, j'avais vraiment développé un... J'aimais son sens de la boxe, j'aimais sa façon d'expliquer, j'aimais sa façon de travailler et je me sentais en confiance avec lui. Et quand je lui ai demandé de s'occuper de moi, lui, c'était vraiment, comme je disais, à la suite d'une grosse blessure. Ce qu'il s'est dit, c'est... Je vais me lancer un peu de fleurs. Je peux pas laisser un talent comme ça se faire scraper par l'industrie. C'est ça. Il me l'a pas dit sur le coup, là, mais... C'est donc bien touchant. Ouais, c'est quand même pas pire, hein? Quand est-ce qu'il t'a dit ça? Il me l'a jamais dit, il l'a dit en entrevue, puis j'ai lu l'article. Ouais, j'ai pas tendance à avoir beaucoup de fleurs. Je suis pas super valorisée par mes entraîneurs. J'aimerais justement proposer ça au syndicat. Dans le syndicat, Ouais, le point numéro 2. On me dit pas souvent Il pour va falloir travail. que je vienne assister un membre votant ou quelque chose. Ouais, merci, j'aimerais bien. J'aimerais bien parce assister. que mon préparateur physique, puis mon entraîneur de boxe, mon assistant entraîneur de boxe... La convention collective va être. non, il faut revoir la convention collective parce que clairement, j'ai besoin d'un petit peu plus de tape dans le dos. J'aimerais ça me faire dire plus souvent que je suis bonne, tu sais. Ben moi, pour vrai, je te le dis. Puis avec Marc, qui est comme quand même un gars, ça doit être dur, cette bout-là. Tu sais, Marc, je sais que c'est bizarre ce que je vais dire, mais Marc, je l'ai vu dans des photos avec vous autres après des combats importants. Marc-André, là. Marc Ramsey. Marc Ramsey, ouais. Je l'ai vu dans des photos avec toi. C'est lui qui était dans mon coin à mon combat championnat du monde. Exactement. Comment vous vivez ça, le fait que, tu sais, lui, il est comme le main guy pour bien des grands champions. Puis là, il faut comme qu'il s'ajuste. Ça doit être spécial, ça. Ça a été vraiment cool, ça, parce que c'est arrivé un combat parce que Samuel était en France avec un autre boxeur. Donc, Stéphane avait appelé Marc Ramsey pour qu'il remplace Samuel. Puis, Marc avait accepté. Il y avait d'autres boxeurs sur la carte. Et Stéphane de retravailler avec Marc, c'est vraiment cool. Mais moi, j'ai vraiment adoré le changement d'attitude qu'il y a eu parce que Marc, c'est un gars vraiment sévère. Il sourit jamais. Puis moi, c'est un petit peu le running gag en plus parce que moi, j'arrivais dans le gym. Puis, allô, Marc! Puis il me disait même pas bonjour. Lui, avant. pour lui, OK. Ah non. Puis là, c'est rendu comme... Là, j'ai demandé, je vais te faire sourire, Marc. Puis là, c'est rendu comme, ah, ma meilleure. Hey, là, tu fais ma semaine. Puis là, il sourit beaucoup. Il a switché. Ouais. Puis quand on a fait ces combats-là dans le vestiaire avant le combat, c'était tellement drôle parce qu'il fallait qu'ils mettent, moi, mes entraîneurs, ils mettent des sous roses. Fait que là, c'était, j'ai vu. Ouais, c'est ça. La Là, c'était comme, je mets pas ça, moi, c'est maudit soute-là. Puis là, voyons, il est ben trop petit, check, il est serré. Ouais, mais c'est ça, lui, de Sam, il est petit. Fait que c'était la grosse ostinage, puis on avait Sam en FaceTime de la France qui voyait ça, donc c'était vraiment cool. C'était vraiment cool, puis par après, lui, ce qu'il a dit, c'est que ça a été une de ses plus belles expériences, parce que pour une fois, la pression était pas sur lui. Ah, wow, je comprends ce Il que dit, tu veux j'ai dire. pu Il l'a juste... apprécié. Exact, j'ai pu juste apprécier le moment, puis avoir du fun. Tu sais, de mettre son petit grain de sel quand c'était le temps, mais la pression n'était pas sur ses épaules. Donc, encore à ce jour, souvent, il nous le dit. Il dit, moi, j'ai vraiment trippé. Ouais, c'est un des beaux moments pour cette raison-là. Puis la fameuse chemise rose, c'est toi qui avais choisi ça? Ben oui. Ah, c'est que t'es drôle, toi. Moi, je suis en blanc, eux sont en rose. Je t'avoue que là, la convention collective puis le syndicat, faut bien que je me revanche en quelque part, là. Ça, puis la musique dans le gym. Parce que quand j'avais vu la photo, j'ai dit, c'est vrai que c'est beau, mais du coup, je disais, il voulait flasher ou je sais pas. Non, il y avait quelque chose. C'est clairement moi qui l'ai choisi. C'est incroyable, ça. Ouais. Pourquoi tu te bats en blanc? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de ça? Je trouve ça beau, moi. Je trouve ça très beau. Mais je me demandais s'il y avait un. Non, moi, j'ai juste toujours adoré le blanc dans ma vie. Puis j'ai décidé que j'allais me battre en blanc. C'est vraiment. Tu le fais de même. Qui fait tes tresses avant le combat? Écoute, c'est la mère de mon filleul. La mère de ton filleul? Ouais, c'est ma coiffeuse. Et moi, j'endure pas les tresses, ça tire. Fait qu'elle les fait quelques heures avant le combat seulement. Puis on les défait directement. Là. Habituellement, après le gala, je m'assois à terre. Puis ma mère, mon amie, ma cousine, ils défont mes tresses. Fait que ça veut dire qu'elle suit à. Ouais, elle suit partout. Elle s'en va. Exactement, elle suit partout. Une semaine facile de lousse. Non, elle se prend pas. Absolument, elle arrive comme quelques heures avant le combat. Là. OK. Puis c'est cool parce que son mari, c'est mon cousin. Puis lui, il est vraiment trop heureux d'avoir un. Ben ouais, c'est ça. C'est malade. Elle n'a pas le choix d'être là. Il faut qu'elle fasse mes tresses. Faut que j'y aille avec. C'est vraiment hot. Parce que, tu sais, pour vrai, tu sais, cet élément-là, ils font. Tu sais, je suis obligé d'en parler. Les athlètes féminines, il y a une dimension aussi de rester féminine, de se vendre. Ça, c'est-tu quelque chose qui te dérange ou tu le vis pas si mal? Ben moi, je le vis pas si mal parce que j'ai compris
d'être moi-même tout le temps. Ok. Moi, la personne qu'on voit en entrevue, c'est la personne que je suis dans la vie tous les jours. Donc, j'ai pas à me forcer Ça, je le comprends là. C'est Ah, vraiment pour hot, j'adore ça. Mais moi, c'est ça. Tu sais, il y en a qui... Les entrevues, pour eux, c'est une pression. L'image sociale, c'est une pression. Pour moi, c'est pas une pression parce que ce que je dis en entrevue, si je le pense, je le dis. Puis des fois, justement, mon copain est comme, t'as pas dit ça? Puis je suis comme, ouais, j'aurais peut-être pas dû, mais... Donc, pour moi, c'est pas une pression parce que si j'ai envie de mettre une robe, je mets une robe. Pour moi, j'aime ça, des belles robes. Donc, Je comprends. pour moi, c'est pas une pression. Pour certains, je pense que ça peut le devenir. Mais je pense que la base d'avoir du plaisir dans ce que tu fais, c'est de rester toi-même. Peu importe le métier que tu fais, peu importe le choix, le chemin que tu prends dans la vie au niveau professionnel, je pense que si c'est quelque chose qui te dénature, c'est sûr que ça va devenir lourd, puis c'est pas quelque chose que tu vas faire longtemps. Mais là. tu le vis bien, ça. Ah oui, C'est moi, pas je le vis bien. Parce que, tu sais, les athlètes, là, tu sais, les filles, genre, je Ouais. comprends la notion, vous faites des tresses, vous voulez garder Ouais. vos cheveux, là, à un moment donné. Tu sais, il y a les conférences de presse, il y a l'image, C'est ça. tout ça, tu sais, vous voulez garder ça, Ça, j'ai ça pas fait de partie problème du jeu. d'image, moi, aujourd'hui. Fantastique. Non, mais J'ai été pris de cours dans l'agenda. Écoute, moi, j'ai comme un proverbe dans la vie. Si ça fit dans Google Agenda, c'est parfait, je peux le booker. Puis là, j'étais comme entraînement, podcast. Ouais, j'ai le temps. J'ai comme, non, pas eu le temps finalement parce qu'il y a eu c'est un bien petit correct. délai. Nous autres, on te prend comme ça. Ben, c'est ça, c'est le côté féminin. Tu sais, en leggings, c'est parfait. Non, mais moi, j'adore l'idée que t'es venue ici, la championne. Là, moi, là, tu sais, j'avais l'image là, que t'allais arriver avec 18 assistants. Tu sais, là, Ah, non, même mais tu sais, pas. dans les films, dans l'image Ouais. qu'on a des boxeurs, c'est comme ils sont accompagnés, il y a plein de monde. Puis Ben, souvent, en entrevue, j'ai mon contrôler. attaché de presse, mais là, ça a donné qu'il pouvait pas être là. Michael, ça? Ouais, Michael. Ah, fait qu'il nous a fait confiance. Ouais, il vous a fait confiance. Exactement. Jusqu'à date. Il était Ouais. vraiment fin. Pour vrai, en plus, tu sais, il m'expliquait qu'il était allé avec toi. On parlait, il Ouais. avait écouté l'épisode, on parlait de baseball. Puis, tu sais, j'avais trouvé ça beau parce que, tu sais, il parlait de toi comme quelqu'un que, tu sais, il est fier. Là. Ouais, mais Je moi le aussi, je voyais. l'aime beaucoup. Mais ce que je trouve cool, c'est que, tu sais, comme tu as dit, c'est lui qui va avoir le dernier mot sur les émissions auxquelles on va participer, mais il va faire ses recherches, il va s'assurer que ce à quoi je vais participer va être bon pour la suite des choses et tout ça. Donc, c'est vraiment un gars qui est impliqué, qui est intéressé et tout ça, donc c'est vraiment cool. Là. C'est vraiment hot. Ouais. T'écoutes-tu beaucoup de boxe dans ton temps libre? J'écoute, moi, je suis une maniaque de sport. Fantastique. Un petit peu moins maintenant. Là. Maintenant, je regarde plus de la boxe que les autres sports, mais j'ai grandi en regardant Gilles Villeneuve, le Canadien de Montréal, les Alouettes. Nice. Moi, je suis une fan de sport. Moi, T'es une j'écoute sportcaster, toi Ouais, aussi. moi j'écoute plus de sport que mon copain, je pense. Ah, OK. Ouais, lui, il regarde les résultats aux nouvelles pour pouvoir en parler avec les clients dans la journée. Là. Autour du... Ouais, je l'ai vendu. Hein. Ah, il est fait! Non, mais Ouais, c'est il est vrai. fait, il mais est t'as fait. raison que c'est une grosse différence, là. Ouais. Moi, Ok. je le regarde attentivement. Là. Ouais. Nice. Puis t'es fan de quoi? T'as-tu des sports vraiment précis que ça? T'es ton Moi, dada? j'adore la boxe, le hockey. J'adore le football aussi. Une Ouais, fille de Une foot? fille de foot. Ben, plus football Ligue canadienne, je dirais. Là, j'ai eu Ah, c'est des cool. bonnes années, les années Pringle, Cahoon, Ah, wow. Calvillo, ça, c'était les bonnes années. Là, On les a- années où Ok, les tu Alouettes connais ton remportaient. truc. Ouais, On je a le connais même âge, nous autres, en plus. Ben tu sais. oui, ça, c'était c'est ça, les C'était bonnes des années. bonnes années. Mais c'est Ouais, vrai les que années de Formule 1 de Gilles Villeneuve là, avec Ah Michael ouais. Schumacher. C'était écœurant. Ouais, Ok, ça, fait c'était les que bonnes tu années. ton sport pas mal. Hey, moi, je me levais à 4 h du matin pour les Grands Prix d'Europe là, quand j'étais jeune. Ma mère, elle arrivait dans la cuisine, mais comme, À qu'est-ce cause que tu du fais? décalage, là. Ah ouais, ben, je regarde la course. Mais voyons, va te coucher. Ouais, non, moi, j'étais comme ça. Fait que t'étais vraiment... Toi, t'étais une enfant. Tu sais, là, parce que là, je t'avoue que c'est dur de pas te mettre l'étiquette hyperactive, mais tu l'avais. Ça existait déjà Ma dans mère, ton... elle aime pas ça quand je dis ça, mais clairement, je me diagnostique. C'est Ouais, réglé, là. Écoute, je suis capable de me concentrer, j'étais capable de m'asseoir, mais il fallait que ça m'intéresse. OK. Moi, j'étais un enfant qui avait besoin d'être stimulé. Je pouvais jouer avec une balle pendant 8 heures, je pouvais faire des katas Ça de te prenait karaté. quelque chose. Ça me prenait quelque chose. Ça pouvait être comme intellectuel aussi. Je suis vraiment quand même, je suis une grande lectrice, je lis énormément. J'aime apprendre, j'aime découvrir des choses, mais il faut que je sois occupée. À l'école, ça se passait-tu bien ou c'était tough? Moi, j'étais un enfant qui bougeait beaucoup, mais j'étais aussi comme une chouchou de prof parce que quand c'était des choses qui m'intéressaient, là, j'étais vraiment comme À à fond. l'écoute, je posais des questions, puis j'avais des bonnes notes parce que sinon, je pouvais pas aller au karaté. Ah, tu le savais, il y avait un deal. Ben oui. OK, je comprends. Ouais, puis ensuite de ça, au secondaire, j'étais à l'éducation internationale, donc j'étais comme super impliquée dans la vie. T'étais allé où pour le fun, Rive-Nord? Moi, j'ai fait ESO, École secondaire d'Oka, puis c'était 1, 2, 3, et ensuite de ça, j'ai fait le polyvalent de montagne. OK, en programme international. Ouais, exactement. Ben, on en vient à quelque chose qu'il faut que je te félicite. Pour vrai, tu sais, tu dis que tu donnes pas assez de tape. Moi, je vais te régler ça tout de suite. Ton anglais est très bon. Ah, merci. Pour vrai, pour plein d'athlètes, c'est Ouais. niaiseux à dire, mais tu sais, à chaque fois, je me dis, tu sais, Georges, je sais qu'il fait des efforts Ouais. incroyables, puis c'est un running gag, mais je suis toujours pas triste pour lui, mais je suis comme, c'est pauvre Ah, Georges. c'est pas facile. Tu sais, on hein. dirait qu'en plus, c'est un gars que, tu sais, à cause de sa visibilité, il est amené à Ouais. parler. Puis je me suis dit, tu vois, je vais écouter des trucs en anglais. Tu parles un super anglais.
Ben, c'est pas ma langue maternelle, mais j'ai appris, j'étais en anglais intensif justement en 6e année, puis je l'ai conservé. Cet anglais-là, j'ai continué. C'est resté là, ça vient de là. Ouais, ça vient de là. Je suis allée, j'ai fait une session à John Abbott College aussi, dans l'Ouest Island de Montréal, donc ça aussi, c'était quelque chose de difficile. Ensuite de ça, la clientèle m'a amené à parler anglais et je dirais que j'écoute énormément de télé en anglais. Pratiquement tout le temps la télé en anglais, donc ça me force. Des séries, des trucs. Ouais, puis je parle un peu espagnol aussi. Cool. Ouais, je me débrouille quand même pas si mal. Puis je me pratique justement avec mes partenaires colombiens, là. Donc moi, je leur parle toujours en espagnol justement pour le garder parce que les langues, c'est vraiment quelque chose qui est très bon pour le cerveau, donc ça garde le cerveau actif. Donc pour moi, ça, c'est important. C'est incroyable. T'es une machine trop bien huilée. T'es une F1 à écouter de la F1 en anglais. Tu sais, je suis vraiment impressionné de ça. Est-ce que justement, tu sais, là, les combats, des fois... tu te rends à la décision souvent. Ouais. C'est-tu des choses qu'il y a des suivis pour toi? L'aspect, tu as parlé des commotions, ça aurait pu avoir un impact à long terme. Comment tu vis ça? L'évolution de ta santé? Comment vous faites? C'est sûr que de notre côté, l'approche est très sécuritaire malgré le sport qui est quand même difficile. Nous, après un combat, on n'a aucune séance de sparring avant au moins 1 mois. Donc, je reçois aucun coup à la tête pendant le mois suivant mon combat. Ensuite de ça, dans la préparation du combat, on arrête les séances de sparring très tôt aussi. Pour s'assurer que le cerveau soit... Parce que quand on tombe en processus de déshydratation, c'est là où les coups deviennent un petit peu plus dangereux. Je suis suivie de façon régulière encore avec David Tinjus, le spécialiste, qui m'évalue quand même de façon régulière pour s'assurer vraiment que s'il y a souvent, quand il y a quelque chose qui va arriver, c'est une condition qui s'est détériorée. Donc, si on est capable de prendre la condition maintenant, on est en mesure de prendre les précautions et les mesures nécessaires pour s'assurer que tout soit sécuritaire. Donc, oui, c'est quelque chose qui... pas qui me fait peur, mais à laquelle je suis très consciente et très vigilante parce que pour moi, c'est important. Parce que c'est sûr, tu sais, ce que je trouve tough pour un boxeur, c'est que, tu sais, on dirait que ça s'en va de plus en plus difficile. Tes adversaires sont plus tenaces. Tu te bats avec pas mal de monde à un moment donné. En plus, dans ton cas, visiblement, tu l'as dit, il n'y a pas de combat court pratiquement. Là. C'est toujours des combats qui se rendent en décision. Donc, tu sais, c'est sûr, j'ai reçu Pat Côté récemment. Il avait dit qu'il avait fait une série de tests. C'est-tu des choses qui te passent par la tête? Ou, oui, c'est ça. J'en fais, comme je te dis, on en fait régulièrement. Puis, je pense que souvent, malheureusement, le dommage est créé en entraînement. Et par la suite, là, il y a le combat et là, il y a le coup fatal, comme on peut dire. Donc, si on est capable de cerner ce qui se passe en entraînement, comment on peut se sentir, le protocole par rapport aux entraînements, ça nous évite de se rendre à ce coup fatal-là. Donc, oui, c'est vraiment quelque chose là, qui est très présent là, dans la préparation. OK. Tantôt, on a parlé d'écouter de la boxe. Ouais. T'en écoutes encore pas mal? Un peu trop. Ah ouais, tant que ça? OK. Ouais, y a-tu vraiment. des combats vraiment que, tu sais, ça, c'était ton coup de cœur, genre? C'est-tu des choses que tu dis ça, faut que t'écoutes ça? Il n'y a pas tant de combats coup de cœur. Il y a des boxeurs coup de cœur, là, des Vassili Lomachenko. Lomachenko, c'est mon boxeur préféré. Ouais. C'est fou, c'est rare que le monde... Lui aussi, il est pas assez reconnu. Exact. Lui, Terence Crawford. Terence Crawford, qui est un boxeur ambidex, qui a commencé toute sa carrière droitier, puis à un moment donné, dans un des plus gros combats, il a switché en gaucher. Puis depuis ce temps-là, écoute, il crée la surprise. Il boxe quasiment mieux maintenant de la gauche que de la droite. Donc, Terence Crawford, vraiment un boxeur que j'adore actuellement. Dans le passé, il y a Roy Jones. Ah ouais, tellement Puis mon combat crève-cœur, c'est Roy Jones contre... il est passé il n'y a pas longtemps. À TV, ils ont fait une reprise dans le contexte. C'est le combat que Roy Jones se fait démolir. Ah, il y en a eu dernièrement, ça faisait pitié. Ouais, non, ça faisait pitié, mais c'était un pas contre Glenn Johnson. Non. Écoute, c'est fait... C'est-tu les 3 fois qu'ils sont pognés, là? Non, c'est un one-shot deal, là. C'est comme... Roy Jones, il est encore un peu dans son prime. C'est parce que je veux le dire que je peux pas le dire, Monsieur X, on peut-tu checker ça, s'il vous plaît? Fantastique. Ouais, c'est... Mais Roy Jones, as-tu pu le rencontrer? J'ai vu que Jean-Pascal, il a pu vivre ça un peu. C'est ça, il a gravité... Non. Non. Continue, va sur BoxRec puis écris Roy Jones. Tu vas avoir tous les combats. Il s'est fait passer une knockout? Non, il s'est pas fait... Je pense pas que c'est fait une knockout. C'est vraiment une leçon de boxe, là, de A à Z, martelé de coups. Crime! Mais c'est lui qui a gagné ou pas? Ben non, il a perdu. C'est mon combat crève-cœur. OK, c'est ça. J'étais genre tout mêlé, je comprends. Voyons, c'est... J'ai vraiment un blanc. Bon, on va nous sortir ça, là. Non. Monte, ça fait quand même une couple d'années. Chavez, non? Pas un big name, là. Oui, quand même un gars invaincu. Il va me revenir tantôt, je vais te le dire. Ouais. Moi aussi, mais t'as-tu eu l'occasion de le rencontrer? Non, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer et étonnamment, il a passé beaucoup de temps au Québec avec Jean-Pascal et tout ça, donc
Je pense que c'est une question de temps. T'en as-tu pu rencontrer des idoles de boxe? Y a-tu du monde J'ai rencontré Lomachenko. Il était là lors de mon combat de championnat du monde parce que Wodzik était celui qui se battait contre Stevenson, donc la filiale ukrainienne était là. Oui, j'ai rencontré quand même beaucoup de boxeurs. Y en a-tu qui t'ont surpris, tu sais, de leur personnalité, à quel point c'était des cool guys? Tu sais, je sais que toi, là, t'amènes ça. Non, c'est ça. À part, je dirais, Lucian Boutet. Lucian est spécial? Non, cool guy. C'est vraiment un bon gars. Éric Lucas, qui est vraiment vraiment des gentlemen. Sinon, de façon générale, ce qu'ils projettent à la télé, c'est ce qu'ils sont dans la vraie vie. Là. OK. Ouais, de façon générale. On avait le droit au même gars. Ouais, exact. Parce qu'au Québec, c'est vrai que nos boxeurs, ils étaient souvent les pros. Tu sais, enlève Jean, mettons, c'était tous des gars quand même gentilshommes. Ouais, définitivement. Qui amenaient cette dimension-là. Mais c'est cool. T'as rencontré Lomachenko, j'en reviens pas. Ouais, il était là justement à mon combat. Tu sais, aïe, parce que tu disais qu'il suivait aussi Alexander Wodzik, qui était comme quelques Ukrainiens qui sont pratiquement tout le monde ensemble. Donc, ils étaient partenaires d'entraînement. OK. Il était pas là pour mon combat, mais je l'ai quand même rencontré, tu sais. Ouais, les autres, ils vivent tout ça, qui viennent in and out, genre, ils disent... tu sais, ils voient le combat de leur poulain, puis ils quittent. Comment ils vivent ça, tu sais-tu? J'imagine qu'ils ont regardé mon combat. Parce que ce soir-là, je faisais comme la finale de l'événement. Exact. Parce que Stevenson était la finale d'une télévision payante aux États-Unis, mais ici au Québec, c'était moi. Oui. C'était moi qui finissais, donc j'imagine qu'il a regardé mon combat où il était juste en train de fêter avec Alexander. Mais il m'a dit bon combat, tu sais. Il faut que j'aborde ça, puis tu sais, sois bien à l'aise. T'étais là le fameux, le dernier combat de Adonis. Je sais pas comment vous avez vécu ça, quel effet que ça fait quand même. Tu sais, c'est quand même quelqu'un qui était dans l'équipe d'une certaine façon. Puis moi, tu sais, je me le cacherai pas pour le dire. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Adonis, mais moi, je trouvais que c'était un boxeur incroyable. Ouais. Il m'a fait vivre plein d'émotions. Comment tu vis ça quand tu es un athlète, tu vois ça? C'est sûr que de mon côté, Adonis, c'était pas nécessairement mon meilleur ami. Là. C'était pas... c'était quelqu'un que je connaissais. On se côtoyait dans les événements. C'était pas un ami personnel. Moi, je suis beaucoup amie avec Eléder Alvarez. Et on se le rappellera, la saga où Eléder devait affronter Adonis et Adonis se sauvait tout le temps et tout ça. Quand c'est arrivé ce fameux knockout-là, j'étais avec Eléder dans le vestiaire, on était en train de faire mes mains. Donc, sur le coup, il y a eu un moment je dirais un petit peu de joie parce qu'on savait qu'enfin, Eléder aurait la chance de mettre la main sur cette ceinture-là. Parce qu'il voulait pas... Il y a eu longtemps. Il y a eu longtemps, c'est ça, exact. Il a protégé sa ceinture, donc mais on savait pas tout l'impact de ce coup de poing-là parce qu'il est sorti du ring sur ses deux jambes. OK. Adonis est sorti du ring en marchant. Je me souvenais pas de ça. Ouais, Adonis est sorti du ring en marchant. On avait le même vestiaire, donc on était dans une chambre d'hockey. Il y avait un panneau de bois qui nous séparait, donc on entendait tout ce qui se passait de l'autre côté. Es-tu sérieuse? Ouais. Puis quand il est retraité au vestiaire, moi, ce que j'ai trouvé beau, c'est que toute son équipe se sont mis à l'applaudir puis à l'encourager. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Donc, dans ma tête, quand ça s'est passé, tout était correct. Parce que le gars, oui, il a perdu, mais il était rentré, toute l'équipe l'avait applaudi. Puis là, la seule chose que je me suis dit, c'est attention, Marie, ça peut t'arriver. Fait que lève tes mains. Sois alerte parce que tu vois, le champion a été détrôné. Tu l'as vu de même? Moi, j'ai vu comme ça. Okay. C'est seulement que par la suite, en conférence de presse, lorsqu'un journaliste a posé la question, on a entendu qu'Adonis était parti en ambulance. Est-ce qu'on peut avoir un état de santé? Toi, tu savais pas? J'avais aucune idée. Jamais. Il y a jamais eu un bout où, tu sais, les civières, je sais pas. Jamais, parce que moi, quand il est retraité au vestiaire, moi, je suis partie vers le ring. Donc, j'ai comme rien vu de ce qui s'est passé en backscene, en quelque sorte. Ouais. Et c'est par la suite que là, il y a eu ça. Qu'il y avait eu ça. Et quand on est arrivé à l'hôtel, là, je suis comme, OK, il est en ambulance. Là, tu dis, c'est peut-être mesure de précaution. Peut-être que c'est pas si grave que ça. On attendait pour popper le champagne. Et justement, ça, il se demandait s'il émettait un communiqué de presse, s'il déclarait qu'Adonis était cliniquement mort ou ils attendaient. Oh mon Dieu. Là, j'ai fait comme... ouais, le champagne a été très amer. Ça n'a pas été une grosse célébration. C'est ça. Entre vous, le respect des athlètes, t'as beau dire, c'est pas nécessairement ton favori, ton ami, mais ça reste que c'est quelqu'un qui pratique le même métier que toi, qui est dans la même écurie que toi, et on se la cachera pas, pendant longtemps, Adonis a permis à Jim de développer ses boxeurs, parce que c'était lui qui amenait les réseaux de télé, c'était lui qui amenait... mon combat championnat du monde, j'ai pu l'avoir ici au Québec parce qu'on était en sous-carte d'Adonis. Exact. Donc, ça reste que c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup pour la boxe, nonobstant tout ce qu'il a fait à l'extérieur du ring, mais ça, on est qui pour juger? Il a été jugé, je veux dire, ça me regarde pas dans le sens où
je pense qu'il a servi sa peine dans cette optique-là. Et si on ne croit pas en notre système de justice, pourquoi on en a un, là? C'est intéressant. Oui, exactement. Donc, ça reste que ça a été très amer, là, comme gorgée de champagne. Toi, t'es proche d'Eleider. Ça veut dire que t'as vécu quand même un peu par proximité les combats contre Kovalev. Oui, on était dans le fond en préparation. Là, lors des 2 combats contre Kovalev, on était en préparation ensemble. Okay. Parce que c'était dans des temps de l'année où nos 2 combats étaient très rapprochés. Oui, exactement. Puis lui, tu sais, il a passé champion. Il a été quand même une période. Ouais. Tu sais, ça devait être... Comment vous faites entre nous autres? Vous textez-vous, genre, après le Absolument, on est toujours là à tous nos combats. L'un l'autre. On est toujours là. Moi, j'étais là à Atlantic City quand il a mis knockout Kovalev. Exact. C'était juste avant mon combat de championnat du monde. C'était fou, ça. Ça a été tellement motivant de voir ça. Ça a été vraiment, je dirais, là, ça a été une grande motivation pour moi. Et lui était là à mon combat de championnat du monde. Là, je pense que j'ai sauté dans les bras d'Eleider et d'Oscar avant ceux de ma mère. Aïe, parce qu'eux, ils ont accès directement au ring, donc j'étais avec eux. J'étais avec Oscar à Londres quand il a battu contre Jennings. Oui. J'ai pas été à San Francisco avec Eleider parce que j'étais trop proche de mon autre combat. Malheureusement, on aurait peut-être dû être là, mais j'étais à New York avec Seals, son dernier combat. Donc, puis eux, ils étaient au centre Vidéotron avec moi. C'est cool, il y a une belle proximité de ce sens-là. Tout le temps. Tu sais, parce que Eleider, tu sais, c'était cool. Moi, j'étais content de voir que, tu sais, les gens l'encourageaient. Tu sais, il était d'adoption, là, comme Lucian, le plus light. J'ai juste trouvé ça triste pour Eleider parce que Eleider, ça a été un boxeur qui a été longtemps sous-estimé, qui a dû se prouver. Oui, vraiment. Ça a été un boxeur qui a été... Les gens, ça a été long avant qu'ils aiment l'athlète, qu'ils aiment le boxeur. Et il a dû battre Boutet, il a dû battre Pascal pour enfin avoir un peu de reconnaissance. Et là, lorsqu'il avait battu Kovalev, c'était comme... Wow! Out of nowhere. Là, le monde, il l'aimait. Là, le monde l'aimait. Et je comprends. On dirait que le deuxième combat contre Kovalev, à la place de dire... tu sais, c'était une contre-performance. Les gens ont dit, c'était un coup de chance, les autres d'avant. J'étais comme un peu triste puis fâchée pour lui qu'une contre-performance cette journée-là efface un peu les dernières années où il a tellement travaillé fort. C'est cruel, la boxe. C'est épouvantable. J'ai jamais vu un sport que perdre, ça peut être aussi fatal pour une carrière. Tu sais, comment... Tu sais, c'est fou, là. Tu sais, des fois, je sais que tu vas me trouver bizarre, mais tu sais, je regardais les fiches de tes adversaires, puis là, j'en voyais des fois 39 victoires, 3 défaites. Puis là, j'étais comme... Tu sais, puis là, je dis, OK, elle a déjà été battue. On dirait qu'il y a une mindset de ça, mais en même temps, tu sais, lui, il est allé à la décision. Ben, c'est ça. C'est pas nécessairement la défaite que comment a lieu la défaite. Je pense que c'est la performance plus que la défaite. Longtemps, par contre, ça a été vraiment une problématique de la boxe où on faisait juste protéger nos fils, on faisait juste préserver cette fiche parfaite-là en essayant d'éviter les champions et tout ça. Et malheureusement, on n'avait pas droit au combat dont on a le droit maintenant. Oui, c'est ça. Je dirais que depuis, le UFC, beaucoup a amené ça parce qu'en UFC, souvent, ce sont des champions qui s'affrontent puis des défaites à l'affiche. Ils en ont pas mal toutes. Ils en ont pas mal toutes parce que c'est les meilleurs. Donc, je veux pas, les athlètes se développent, le spectacle est de plus grande qualité aussi. Donc, je pense que ça a permis un petit peu de transformer la mentalité de la boxe. D'accepter. Exact. C'est pour ça qu'on voit des gros combats contre Canelo, Golovkin, qu'on n'aurait pas vu dans le passé. On a vu Pacquiao, Mayweather. On n'aurait jamais vu ça dans le passé. Donc, ces gros combats-là, c'est ce qui est intéressant aussi. C'est ça. Tu sais, parce que moi, c'est un peu ça qui me dérangeait de la boxe. Puis ce qui faisait que, tu sais, je te le dirais, je me suis détourné. C'est, je trouve que la différence entre le UFC puis la boxe, c'est le fait que les premiers combats UFC, souvent, j'ai plus d'intérêt qu'à la boxe. La boxe, tu sais, c'est la carte principale. Ça joue un gros impact de l'écouter. Puis là, on parlait du fait que c'était plus tard. Puis aussi, effectivement, qu'il y a des boxeurs que je trouvais qui protégeaient leur ceinture. On avait hâte de le voir. Ce combat-là, tu sais, Pacquiao, mettons, Mayweather aurait dû avoir lieu bien avant. Bien avant, exactement. Fait que, tu sais, c'est ça que je te demandais un peu dans l'idée du promoteur. Puis ce que j'aime de ton attitude, c'est un peu comme Jean-Pascal, toi, ton mindset, c'est amenez-moi le best. Je suis rendu là, je vais le prendre. Ben, je pense que autant en tant que défi personnel que ce qu'on veut redonner aux amateurs de boxe, parce que quand on affronte un Mexicain qui a une fiche négative, des fois, il y a des trucs techniques, il y a des connaissances à aller chercher. Ça fait partie de notre développement. Par contre, si on veut rendre justice à l'amateur de boxe qui vient nous encourager, qui paye son billet, des fois, tu sais, ça peut laisser des combats à sens unique. Le spectacle est un petit peu moins au rendez-vous. C'est plate parce que ça fait malheureusement partie de la progression. Il y a des moments où on doit affronter
des fois des adversaires de second plan pour nous permettre de développer quelque chose, pour nous permettre de gagner en confiance, pour travailler sur une lacune. Pendant un certain temps, moi, j'avais une petite lacune avec des adversaires qui fonçaient. Puis mon entraîneur faisait exprès, donc il me prenait des Mexicaines qui fonçaient tout le temps. Ils avaient pas, ah oui, elles avaient pas des fiches resplendissantes, mais c'était vraiment pour me mettre dans cette zone de confort-là. Et tu vois, c'est vraiment quelque chose à laquelle on a surmonté, parce que mes derniers adversaires, c'était ça, là, c'était des filles qui fonçaient continuellement, mais à un plus haut niveau. Si j'avais pas affronté ces Mexicaines-là en début de carrière, peut-être que j'aurais jamais été prête à ce type d'adversaire-là. C'est comme un cheminement constant. C'est un cheminement, exactement. Par contre, quand on arrive à un certain niveau, je pense qu'on doit redonner aux amateurs de boxe pour le sens du spectacle, d'aller affronter champion à champion, mais aussi pour nous permettre de nous dépasser à chaque entraînement. Si je gagne mes combats de façon unanime, facile à chaque fois, ben peut-être que il va y avoir des petits relâchements à certains égards. Il faut rester dans ta zone. Il faut rester dans la zone. Il faut rester avec des défis qui nous motivent, des challenges. Donc ça, c'est important. Après les combats importants, justement, qu'est-ce que tu t'accordes comme repos? Tu sais, on voit ça des fois, l'athlète qui reprend du poids ou tu sais, quelque chose. Comment tu vis ça, ce bout-là? Habituellement, là, la semaine après le combat, c'est une semaine en tourbillon, là, en entrevue partout. Puis je fais 1 milliard de choses. Là. J'écoute, je dors pas. T'es occupé après le combat. Ah ouais, après le combat, la semaine après le combat. Ben, c'est pas tant important, mais ça fait partie, je pense, comme je disais, de redonner, parce que ce qui me permet de faire mon métier, c'est les gens qui achètent des billets, donc de redonner en entrevue, de redonner du temps aux gens. Pour moi, c'est une façon de les remercier, de me permettre de faire mon métier. Donc, la semaine après le combat, elle est dévouée à ça. Ensuite de ça, l'autre semaine, je pars tout le temps à l'extérieur parce que j'ai besoin de décrocher, de m'évader de ce tourbillon-là. Puis quand je reste ici, ben, c'est facile de répondre à un texto, à un message. Ah, tu viens-tu? Ah, ouais. Donc, il y a cette période-là. Ensuite de ça, quand je reviens, c'est sûr que en vacances, moi, je pars courir à tout bout de champ, je tiens pas en place 2 minutes, là. Mais quand je reviens, je passe du temps avec mes amis, ma famille, je fais des petites choses de plein air, puis ensuite, on repart en camp d'entraînement. Ah ouais, c'est fou, parce que c'est ça que j'aime, c'est que tu sais, il y avait déjà des athlètes qui ont dit que le fait est que si t'es un vrai, tu vas rester prête. Ouais. Toi, tu le vis de même, là. C'est ça que je comprends. Prête. Je suis tout le temps prête, surtout quand t'es pas champion. Je pense que tu peux pas te permettre de pas être prêt, parce que souvent, il va arriver des blessures, des choses comme ça. La boxe, c'est un sport qui est quand même difficile, donc c'est arrivé souvent des blessures et ils doivent trouver un adversaire de remplacement. Donc, ils vont caller out n'importe qui. C'est comme ça qu'Adonis est devenu champion du monde la première fois. C'est vrai, t'as raison. Il a été appelé à 6 semaines du combat à remplacer quelqu'un. Il est devenu champion du monde, puis il a défendu sa ceinture pendant de nombreuses années. Oui, c'est fou. Mais à la base, s'il avait pas été prêt à ce moment-là, ben, peut-être qu'il serait jamais devenu champion. Donc, la boxe, c'est une question d'opportunité, puis tu peux pas être pas en shape. OK. C'est normal que tu sois pas fight shape, là, que tu sois pas comme... oui, je comprends. Tu sais, proche de ton poids, puis super slick, mais il faut que tu sois dans un délai raisonnable, capable de monter sur le ring puis de livrer une bonne performance. OK. Puis qu'est-ce que tu as le droit de te permettre puis pas te permettre? Tu sais, genre dans le sens que, tu sais, t'as parlé que la poutine, fallait que tu slack. Comment tu fais pour... Tu sais, t'as-tu une façon de... Mais à la base, moi, je suis pas une mangeuse de poutine. Moi, je suis une mangeuse de crème glacée, puis j'adore le vin. Okay. Donc, la poutine, c'est pas... ouais, c'est ça. Moi, c'est pas la poutine. Moi, c'est vraiment crème glacée, vin. J'adore les sushis aussi. T'es pas censé? T'es censé non, quand j'arrive en camp d'entraînement, les sushis sont mis de côté à cause du riz qui est un féculent. Ouais. Mais c'est sûr que de mon côté, il y a une période où mon conseiller en nutrition, il est comme Marie-Ève, whatever, tu sais, garde-toi. Puis j'ai pas tendance à exagérer. Ensuite de ça, on tombe dans vraiment un plan alimentaire qui est un petit peu plus lousse, mais qui est très restrictif. Et plus on approche du combat, ben, moins j'ai de permission spéciale, mettons. Ouais, je comprends très bien. Puis de mon côté aussi, je sais très bien que l'enjeu de la coupe de poids est vraiment important, puis on perd énormément d'énergie à couper le poids. Donc, si mon poids est trop haut, je vais perdre énormément d'énergie. Donc, tout ce que je vais avoir fait en entraînement va être un petit peu mis à l'eau parce que j'aurai pas l'énergie pour l'utiliser dans mon combat. Donc, pour moi, je me fais un devoir de quand même rester proche de mon poids pour maximiser tous mes efforts puis toute mon énergie. On en parle, la coupe de poids. Ça peut aller jusqu'où, mettons? T'as-tu eu des périodes que, tu sais, genre, il y a eu un combat ou deux que, oh là là. Ouais, il y a eu une période là où j'avais des ennuis médicaux. Ouais, il fallait que je l'accorde comme il faut dans ma tête. Là, j'étais comme ennui. Mais j'ai eu des petits problèmes de santé et on savait pas ce que j'avais. Donc, la coupe de poids était vraiment ridicule. Là. C'était drastique. Je me rappelle à un moment donné, la pesée était à midi. Il fallait être au casino à 10h30. Puis j'ai fait mon poids à 10h15.
Oh, shit. Ouais. Puis pour moi, c'était inconcevable de pas faire le poids. Là, Ça, parce pour que vous autres, c'est une fierté, là, je le sais. pour moi, c'est une fierté. Là. C'est une question de professionnalisme. Mais malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Mais pour moi, c'était comme... c'était hors de tout doute que j'allais faire mon poids, coûte que coûte. Mais bref, ça a été vraiment difficile. Maintenant, ça a été résolu. Puis j'ai vraiment beaucoup de facilité parce que je fais beaucoup de sacrifices d'avance. Mais je veux dire, ma déshydratation, là, c'est une demi-heure 45 minutes maintenant. Ah ouais, pas plus. OK. Maintenant. Ouais. OK. Ça, c'était les premières fois que... pas les premières fois. Les premières fois, ça allait bien. Là. Ça a été un moment donné, mi-carrière, là, je dirais, là, que ça a été vraiment difficile. Là. On a cette image-là. C'est drôle parce que quand je parlais avec Michael, tu sais, j'essayais de te booker puis tout. Puis là, il a pris le temps de dire que tu étais active sur le plan communautaire. Tu redonnes... on peut-te avoir une idée des choses qui te tiennent à cœur, des causes, tout ça, que tu t'impliques puis tout ça? L'année passée, j'ai fait beaucoup de tournois de golf. L'année passée, j'ai fait beaucoup de tournois de golf. Je me suis impliquée avec la Fondation de l'hôpital Saint-Eustache. J'ai fait la marche pour la maison Circan de soins palliatifs. J'ai fait le truc dans les résidences. J'avais aussi une tournée de conférences dans les écoles primaires et secondaires l'année passée. Que je faisais justement là, pour parler de la persévérance et tout ça. Donc, il y a eu beaucoup d'implications. Pour moi, c'est important de redonner à la communauté parce que je me dis, en tant qu'athlète professionnel, on a la chance d'influencer les gens. Puis pour moi, c'est important de saisir cette occasion-là parce que souvent, des fois, on va dire quelque chose à un enfant puis les parents vont lui dire quelque chose. C'est comme, ah ouais. Mais tu sais, quand celle qui est championne du monde, qui a la ceinture de boxe, te dit la même chose, c'est comme, ah ouais. Ça, ok, je cache ce que tu veux dire. Tu vas l'écouter. Je vais l'écouter. Les enfants, ils te reconnaissent-tu? Tu le vis-tu, souvent, les enfants me reconnaissent, mais je dirais que c'est plus les adultes. OK. Puis pour moi, ça me fait quand même plaisir d'avoir ce support-là parce que la plupart des gens sont comme « Hey, vraiment, on est fiers de toi », puis tout ça. Donc, cette tape dans le dos-là, c'est vraiment cool. Tu le vis-tu bien, ça? Tu sais, il y a dû avoir un switch quand t'as passé championne du monde, tout le monde en parle, tout ça. Comment, tu sais, d'une shot là, à l'épicerie, c'est plus la même affaire? Moi, je le vis quand même bien. C'est sûr que, comme je dis, moi, je fais mon métier parce que les gens achètent des billets. Donc, si les gens sont pas là pour acheter des billets, moi, je peux pas faire mon métier. Donc, pour moi, c'est un devoir. Et si je veux avoir la paix, je vais rester à la maison. Je comprends. Donc, pour moi, c'est comme ça. Dès que je mets les pieds à l'extérieur, pour moi, ça fait partie de mon devoir, puis ça fait partie des choses que je dois faire. Là. OK. Puis ça, c'est cool. Toi, tu le vis bien. Moi, je le vis bien. Des fois, c'est un petit peu plus difficile, mettons, avec mon copain, avec les enfants, parce que des fois, on est en quelque part, puis on essaie de s'en aller, puis... T'es plus capable de... On n'est plus capable de partir et tout ça. Photo, ouais, c'est ça. Je peux te faire une photo aussi, ça. Mais somme toute, moi, comme je le dis, ça fait partie de redonner, puis pour moi, c'est important de le faire. OK. Est-ce que c'est sensible de parler des bourses puis des choses comme ça? Est-ce que c'est des sujets qu'il faut éviter? C'est pas quelque chose... c'est comme si je te dis, est-ce que tu veux me dire combien tu gagnes par année? Ouais, je comprends. C'est pas tant sensible que... c'est pas tant sensible que quelque chose que... C'est pas le fun, mais ce que je veux dire, c'est plus ce que j'essaie de comprendre, c'est est-ce que tu réussis... Tu sais, je sais que les hommes, ils gagnent énormément d'argent. Moi, je veux savoir si ta carrière actuellement te permet de couvrir toutes tes dépenses, toutes tes choses. Est-ce que tu es satisfaite? Moi, je vis très bien. Okay. J'ai un bon rythme de vie. Je me estime énormément chanceuse parce que je le fais de ma passion. C'est sûr que si je regarde comparativement aux hommes, au niveau où je suis rendue, à l'envergure des combats où je suis rendue, c'est sûr que là, le gap est beaucoup plus grand. Par contre, si je regarde au niveau des boxeurs en début de carrière, ce que je gagnais en début de carrière était sensiblement la même chose, sinon plus que la plupart des hommes. Et la réalité est que la plupart des gens s'imaginent que les boxeurs sont riches. C'est vrai, ça. On s'imagine qu'un boxeur est champion, il est riche. Oui, quand un boxeur est champion, il est riche. Combien sont champions? Il n'a vraiment pas beaucoup. Il n'a vraiment pas beaucoup. Donc, la plupart vivent très sobrement parce que jusqu'à un certain point de carrière, c'est très difficile de gagner ta vie avec ton sport. Ce qui est un petit peu poche dans la boxe, c'est que du jour au lendemain, tu as de la difficulté à gagner ta vie, à payer tes factures, à payer ton équipe et tout ça. Et à un moment donné, tu tombes sur un combat d'envergure et là, ça y va. Tu fais ton avenir. Donc, c'est très difficile de se rendre à ce niveau-là, mais c'est ça. Une fois rendu à ce niveau-là... Toi, t'es rendu là. Je suis rendu là. Je suis pas rendu au niveau... où j'ai le même salaire que les hommes parce que le fait est que la boxe est un spectacle. Hein. Je comprends. Et le sport féminin, c'est sûr qu'il y a encore des croûtes à manger comparativement au sport masculin. Je pense qu'il y a une grosse évolution qui a été faite au cours des années, mais ça va avec le sens du spectacle, ça va avec l'offre et la demande. Hein. Donc, c'est sûr que si on regarde par rapport aux hommes, c'est à des années-lumière. Je comprends. Mais si on regarde par rapport à ce qui a été fait dans le passé et ce que je gagnais en début de carrière
on est aussi à des années-lumière. Ça s'améliore beaucoup. Ouais, vraiment, OK. vraiment. Parce que, tu sais, tu l'as dit, moi, je trouverais ça cruel de voir que, tu sais, souvent, il y a des athlètes de boxe qu'à un moment donné, ils prennent soit des mauvaises décisions, des choses. Tu sais, il y en a que c'est incroyable de penser ils ont fait beaucoup de sous, puis là, ils n'ont plus. Là, tu sais, on a entendu plein d'histoires d'horreur. Mais je me suis longtemps demandé comment, tu sais, vous faisiez. Tu sais, tu as nommé ton équipe au début. Tu sais, il y a beaucoup de monde là-dedans, les gens. Tu sais, ils gagnent leur vie en fonction de ton rendement, tes choses. Fait que, tu sais, je me demandais jusqu'à quel point la boxe, puis le fait de pas te battre, mettons, au Québec, dans ce marché-là, est-ce que tu arrivais à fonctionner financièrement? Est-ce que tu es obligé d'accepter des pubs ou des choses ou des commanditaires que tu ferais pas en temps normal? Non, de mon côté, ouais, c'est ça. Pour ceux qui regardent sur caméra, je viens de kicker le micro parce que je bouge pas depuis tantôt. J'ai zigonné à peu près 3000 fois sur ma chaise, je vais changer de pied. Bref, non, de mon côté, c'est vraiment quelque chose, quand je disais tantôt, de rester authentique puis de rester fidèle à mes valeurs. Si on n'est pas en accord avec la compagnie ou avec le produit que la compagnie va me demander de représenter, jamais on va le faire. Il n'y a pas un montant d'argent pour moi qui va me faire piler sur ça. Pour vrai, tu sais, genre, je vais finir là-dessus. Marie-Ève, merci. T'es genre, plaisir. pour vrai, t'es une vraie championne. Je suis genre super impressionné. Tu t'assumes. T'as une bonne personnalité. Je souhaite à tout le monde d'écouter un de tes combats. J'ai hâte au prochain fight. Je suis déçu de dire que je pourrais pas aller. Ben, tu sais, à moins que c'est un petit peu comme. Ouais, pour le moment, c'est huis clos, là. C'est ça, hein, tu sais. Puis c'est sûr que ça a lieu aux États-Unis, c'est ça? C'est sûr que ça a lieu aux États-Unis. Je pense pas que le combat va avoir lieu ici. De toute façon, la santé publique n'a toujours pas donné son accord ici. Donc, c'est pratiquement sûr que ça va être là-bas. Puis c'est main event? Oui, c'est main event, exactement. Ça, c'est cool. Ouais. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? T'as-tu une petite idée? T'as-tu le droit de nous dire un petit peu, y a-tu des choses qui s'en viennent? On a-tu des annonces prochainement qu'on pourra entendre? J'aimerais pouvoir te le dire. Okay. Mais même moi, je suis dans une zone grise. Là. C'est sûr, comme je le disais, on vit des circonstances qui sont exceptionnelles, donc c'est difficile à prévoir parce que il n'y a rien qui se passe comme ça se passe d'habitude. Donc, j'aimerais pouvoir le dire. Pour le moment, ce qui est visé, c'est mi-septembre. C'est ce que je peux dire. Là. Puis, de mon côté, on n'en sait pas plus. Là. OK. Mais je le vois que tu es prête. Là. Tu nous l'as clairement expliqué. Mais j'ai vraiment hâte. C'est parce que moi, là, j'aime ça, les combats. Ouais? Ouais. Moi, j'aime ça. Toi, t'es né avec des gants de boxe là, ou des gants de quelque chose parce que... Je suis née tirailleuse. Tu sais, moi, me tirailler avec mes cousins, avec mes cousines, avec... Il y a quelque chose dans moi. Même maintenant, là, je vais me tirailler à la maison avec mon copain. Là, puis... Tu y vas, c'est naturel. C'est naturel. Là. Moi, il y a quelque chose en dedans de moi. Il y a comme une switch qui part, puis ça coûtera ce que ça me coûtera. Mais tu vas rester debout à la fin. Je vais rester debout puis je vais gagner. Moi, c'est ça. Il y a comme un piton qui s'enclenche. T'étais faite pour ça. Ça a de l'air. Tu sais, parce qu'il y avait tout le côté que quand j'ai vu que tu avais commencé ta carrière, tu avais 24 ans, je me disais, le bout que je trouvais mystérieux, c'était ton 16-24. Tu sais, je me disais, là, je voyais qu'il y avait le karaté. Moi aussi, je le trouve mystérieux, ce bout-là. Non, mais comme la plupart des gens, d'ailleurs. Le 16-24, c'est tout le temps douteux comme période. Mais c'était plus de dire que, tu sais, c'est venu quand même. Tu sais, des fois, il y a des athlètes que ça se passe beaucoup là, 18-24. Tu sais, je me disais, toi, à cette époque-là, tu étais voué à faire quoi dans la vie? Moi, j'avais une école de karaté. J'ai ouvert mon école de karaté à 19 ans. Donc, j'enseignais le karaté. J'étais championne du monde de karaté. Puis à un moment donné, c'était comme si... Dans ma tête, c'était trop... Pas facile, mais ça allait trop bien. Tu sais, j'avais besoin d'un petit challenge de plus. Ouais, exact. OK. Parce que c'était pas suffisant, ça. OK. Mais c'est ça que tu aurais fait. Si toi, ton rêve d'aller aux Olympiques, il embarque pas, puis on s'en va dans la boxe, aujourd'hui... Je voulais aller aux Olympiques puis tourner professionnelle. Moi, c'était ça. Tournée professionnelle, boxeuse professionnelle. Moi, c'était ça. Okay. Devenir championne, parce que quand je fais quelque chose, il fallait... Je comprends. Ouais, c'est ça. Mais sinon, toi, c'était ça qui était... Mais il y avait d'une manière ou d'une autre, fallait que tu donnes un coup de poing ou des coups de pied dans ce que tu allais faire? Ben, je sais pas. Moi, il fallait que je sois un athlète professionnel. C'était ça. Quand j'étais jeune, là, quand on regarde là, mes livres, là, de quand j'étais enfant, mettons maternelle, quand tu vas être grand, tu vas être... Moi, je voulais être joueuse de hockey professionnelle. Puis tu jouais-tu un peu? Moi, j'ai joué jusqu'à midget avec les gars. Ouais, j'ai joué jusqu'à midget 2C avec les gars. Puis ensuite de ça, je suis allée au cégep de Saint-Jérôme. J'ai fait comme une demi-saison avec eux et j'ai fait un switch vers le karaté là, après. OK, t'étais revenue. Ouais, j'étais revenue vers le karaté, exact. Okay. Mais bref, moi, j'allais être un athlète dans la vie. C'était ça que je voulais. Mais pour vrai, t'as ça dans le sang. Je te lève mon chapeau. J'encourage tout le monde à écouter un de tes combats. Je te remercie tellement du temps que tu nous as donné. Pour vrai, je suis fier aujourd'hui de dire que je suis un fan de toi. Hey, c'est donc cool, merci. Bienvenue au Sportcaster. Tu
sais, tu l'as dit, je suis un connaisseur de sport, j'adore ça. Mais pour vrai, t'es un de mes coups de cœur. J'ai adoré ça. Puis t'es une championne dans l'ombre, t'étais vouée à l'être. Je vais être avec toi contre Clarissa Shields. Je vais t'encourager au bout. Fantastique. Est-ce que tu sais comment je me sens en ce moment? Non, vas-y. Tu sais, comme les enfants qui sont timides, là, puis on leur dit « Bonne fête! » Puis ils sont... C'est le vie de même. Ouais, je le vis de ben même. là, est-ce que tu Je me suis dis comme- que t'es pas habitué que les coachs. Non, mais prennent c'est le ça. temps? Moi, je suis pas habituée de me T'es faire on. lancer des fleurs. Mais moi, je te lance parce que je te le dis, tu sais, t'as accepté de venir ici, t'es authentique. Tu sais, je savais même pas à quoi m'attendre. Je me disais, tu sais, quand je te voyais avec le micro parler aux personnes âgées comme je Ouais. comptais, je me disais, is it real? Tu sais, on le sait Ouais, pas. non, it's T'es la real. même personne que ce jour-là, puis je te remercie d'avoir Et accepté ça me fait plaisir. l'invitation. C'était T'es la vraiment bienvenue. cool en passant. Ouais, t'as aimé ça? Ouais, une belle découverte, pour vrai, là. Pour vrai, Vraiment sharp. si tu veux revenir nous jaser, tu veux revenir avec Eli Dare, Hey, mon chum, il dit jamais ça. Si tu veux venir me jaser, jamais il me dit ça. Moi, je te le dis tout de suite. Hey, tu yes, peux sir. venir En avec fait, les- quelqu'un qui veut m'écouter. On assoit les beaux enfants, les enfants c'est ça. ici, puis on Eux non repart plus, ils d'une veulent plus autre m'écouter. jasette. Non, ils veulent plus. Non, Mais non. je prends le Surtout temps mes jeux de mots. Ouais, mais là, t'as un bon humour, là. Là, on était... Moi aussi, tu sais, tu me dis ça, mais moi, j'étais gêné, j'étais intimidé Mais de te voyons. recevoir. J'étais genre, là, faut pas, tu sais, on peut-tu parler de ça, tu sais, on peut-tu, tu sais... Je suis en train de me faire, moi aussi, à la main, là, tu sais, mais moi aussi, je veux donner le meilleur dans ce que je C'est fais. écoute. Fait que je reprends ton attitude, tout ça. Yes, sir. Puis, pour vrai... t'es une vraie championne, je te le Ben, dis. merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je remercie Monsieur X, Ouais. H2O Media et aussi la machine 4771 de me permettre de recevoir des athlètes. Je souhaite bonne semaine à tous. Yes. Marie-Ève, j'étais avec toi contre ce Merci. combat. Prends soin de toi. Yes.